Bien, mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus, belle, fidèle assistance. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires pour animer, co-animer avec nos panélistes ces débats autour du transport. Grand sujet, le transport, la décarbonation, ça nous concerne toutes et tous. C'est un grand défi du XXIe siècle et puis bien sûr des siècles suivants. Ce sont les troisièmes rencontres du climat. Probablement que beaucoup d'entre vous ont assisté aux précédentes. Donc troisième rendez-vous, ça s'installe. Il y en aura d'autres bien sûr parce que le sujet est loin d'être épuisé. Donc nous allons débattre dans quelques instants avec nos invités que je remercie, que je ne présente pas, bien sûr, que tout le monde connaît dans l'assistance. Auparavant, peut-être Yann Lery, je vous invite à aller nous accueillir pour donc cette troisième rencontre du climat. Avant d'attaquer nos débats, je précise, c'est une soirée interactive, donc vous aurez, vous aussi, mesdames et messieurs, la parole pour intervenir auprès de nos panélistes. Yann Lery. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux en tant que directeur général de Getlink et d'Eurotunnel, de vous accueillir ici ce soir pour nos formidables rencontres du climat que nous organisons dans le cadre du 30e anniversaire du tunnel sous la Manche. Alors je vous remercie d'être venus en nombre ce soir. On a aussi des gens qui nous suivent en ligne, en direct sur LinkedIn. Je remercie mes copanélistes, dirigeants de grandes entreprises de transport en France, Anne Rigaille qui dirige Air France, Gwénoline Cazenave qui dirige Eurostar et Henri Poupart-Lafarge qui dirige Alstom. Cette rencontre du climat est spéciale. Elle est spéciale d'abord parce que nous sommes ici dans les locaux du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Mot qui résonne particulièrement avec l'histoire et la vocation du tunnel sous la Manche. J'y reviendrai tout à l'heure. Nous aurons la chance et l'honneur de recevoir ici tout à l'heure le ministre de l'Environnement qui viendra conclure notre débat qui aura pour thème le défi du transport bas carbone pour tous. Je souhaite également remercier le cabinet du ministre qui a tout de suite accepté quand on a eu la première discussion avec lui et qui nous a offert la possibilité d'être dans ce lieu magique qui évidemment ajoutera un éclairage particulier à nos discussions. Discussions que nous aurons tous ensemble. Je vois qu'au-delà des dirigeants d'entreprises du secteur des transports et de la logistique sur cette estrade, nous avons beaucoup d'autres dirigeants dans la salle et donc à l'issue de la table ronde, vous aurez l'opportunité et j'espère l'envie de participer à nos discussions. Alors je le disais, le tunnel sous la Manche a 30 ans. Alors il a presque 30 ans en réalité, puisque c'est le 6 mai 1994 qu'a eu la première traversée avec à l'époque la reine d'Angleterre Elisabeth II et le président français François Mitterrand. On a tous en tête cette image de cette journée historique à partir de laquelle la Grande-Bretagne a été reliée par un lien fixe à l'Europe continentale. Alors ce lien fixe, c'est le tunnel sous la Manche. Et en réalité, c'est 3 tunnels. 2 tunnels ferroviaires, un tunnel de service routier, exploit technologique, humain, industriel, qui d'ailleurs a valu au tunnel sous la Manche d'être qualifié comme faisant partie d'une des 7 merveilles du monde moderne. Mais au-delà de cet exploit technologique et humain, ce qui me semble important de retenir, c'est que le tunnel sous la Manche, après 30 ans, a parfaitement rempli la mission qui était la sienne, qui était de rapprocher les peuples britanniques et européens et également les économies britanniques et françaises et européennes. En plaçant Folkestone à 35 minutes de Calais en shuttle Eurotunnel ou Londres à 2h20 de Paris en train grande vitesse Eurostar, évidemment, c'est l'ensemble des échanges entre ces 2 régions du monde qui se sont trouvées totalement transformées, accélérées. Et un chiffre, je trouve, illustre bien ce succès, c'est celui de la quantité
de biens qui traversent le tunnel entre donc la Grande-Bretagne et l'Europe. 25% de tous les échanges de marchandises entre la Grande-Bretagne d'un côté et l'Europe des 27 de l'autre, aujourd'hui, passent par le tunnel. 25%. Au-delà de ce formidable succès commercial, passager et fret, nous avons continué notre chemin et aujourd'hui, le tunnel fait bien plus que de transporter des personnes et des marchandises, puisque nous y avons d'abord mis des fibres optiques, donc on transporte de la donnée, et nous y avons mis depuis un peu moins de 2 ans maintenant 2 câbles à haute tension qui relient d'un côté le réseau RTE en France au réseau National Grid en Grande-Bretagne, et donc le tunnel fait partie aussi maintenant des acteurs de l'énergie en permettant de renforcer la sécurité énergétique de nos 2 pays. Le tunnel a également la caractéristique d'être vert, ce qui est évidemment extrêmement important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le tunnel est électrique, les navettes qui l'empruntent sont électriques, les trains qui l'empruntent sont électriques, les câbles qui l'utilisent sont électriques. Et donc ça, c'est évidemment une force. Et donc on voit qu'au bout de 30 ans, en étant augmenté de nouveaux services, en étant vert, le tunnel sous la Manche entame une 2e vie, une vie qui a pour vocation d'accélérer, d'être le catalyseur des échanges bas carbone entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Une 2e vie faite d'un projet ambitieux de croissance, et ceci d'autant plus que nous avons récemment augmenté la capacité de transport du tunnel sous la Manche. Et c'est cette nouvelle modernité que je souhaite souligner ici. Le tunnel sous la Manche a été le chantier du siècle dernier. Aujourd'hui, le tunnel s'engage. Nous nous engageons sur le combat de ce siècle, qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Alors évidemment, chez Getlink, le fait d'être vert, on prend ça comme une chance, mais également comme une responsabilité. La responsabilité d'utiliser à plein les capacités du tunnel, de développer son potentiel, mais aussi responsabilité de continuer à chercher, avancer, explorer et trouver le chemin vers un transport zéro carbone. Parce que si nous sommes aujourd'hui bas carbone, le transport, même sous la Manche, continue d'émettre du CO2, et on le sait tous, l'ambition, c'est d'arriver à des émissions nettes zéro. Et ça, c'est pas facile. L'enjeu, le challenge est immense, et donc nous y travaillons avec une ambition d'efficacité. On reste une entreprise totalement privée, donc il est absolument nécessaire que nous restions rentables, profitables dans ce chemin vers le net zéro. Nous ne le faisons pas seul, ce chemin. On a plusieurs partenaires. Le premier d'entre eux est l'École d'économie de Toulouse, dont plusieurs enseignants-chercheurs sont ici présents. Sylvia Rossetto, d'ailleurs, interviendra tout à l'heure sur scène pour la 2e partie de cette rencontre. Ça fait maintenant près de 3 ans qu'on a créé une chaire avec donc l'École d'économie de Toulouse pour avancer, travailler sur ces sujets. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de cette chaire que nous avons lancé les premières rencontres du climat l'année dernière sous forme de petit déjeuner. Et je le disais, ce format est exceptionnel ce soir. Nous avons un 2e partenaire de prestige pour cette rencontre du climat, qui est l'Institut de l'École normale supérieure, dont le directeur général est ici, Pierre Cohen-Tanugy. L'IENS vient de clôturer un cycle de conférences dont les titres étaient la transition écologique au carrefour des crises, très très instructif, auquel quelques-uns d'entre nous ont participé. Et juste après moi, le directeur du développement durable du groupe Getlink, Vincent Ducrot, viendra présenter quelques conclusions, quelques points évoqués durant ce séminaire pour alimenter la discussion de ce soir. Mais avant de lui laisser la parole, je vais revenir un instant sur le thème de ce soir, le défi que représente le transport bas carbone pour tous. Alors, transport bas carbone pour tous est un défi pour au moins 2 raisons. Première raison, le secteur du transport est le seul qui, depuis 1990, ne s'est pas décarboné. Le secteur de l'énergie s'est décarboné, le secteur de la construction, du bâtiment s'est décarboné, j'en oublie plein. Bref, tous les secteurs se sont décarbonés, sauf celui du transport. Il y a bien eu des progrès. Si on regarde le domaine de la route, les véhicules routiers, que ce soit les voitures ou les camions, ont de façon unitaire réduit leurs émissions. En revanche, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont venus plus que contrebalancer ces progrès.
Je vais en citer deux parmi une liste qui est assez longue. Depuis 1990, nous parcourons plus de kilomètres, et donc émettons plus. Et depuis 1990, en particulier dans le domaine des marchandises, la part de marché du rail a été réduite par rapport à celle de la route, et qui, étant plus émettrice, évidemment, a eu un impact défavorable sur la question du carbone. Donc on le voit, on est sur un secteur qui, depuis 1990, n'a pas réussi à réduire ses émissions. Or, l'ambition du plan Fit for 55, c'est bien de réduire ses émissions de 55% par rapport à 1990, et donc, à échéance 2050, de réduire complètement ses émissions. On est d'une certaine façon, dans le secteur du transport, comparable à un sauteur à la perche, qui n'a jusqu'à présent franchi que la barre de 5,80 m et à qui on dit, bon maintenant c'est plus 5,80 m, c'est 6,20 m, et il faut y aller, il faut réussir du premier coup parce que l'avenir de la planète en dépend. Bon. Donc on voit bien la nature de l'enjeu et c'est de ça dont on va discuter ce soir. Deuxième élément qui fait que le transport bas carbone est un défi, il est dans la partie défi pour tout, transport bas carbone pour tous. Pourquoi pour tous ? Parce que décarboner le transport, ça veut dire passer d'une énergie abondante, facile à utiliser, globalement peu chère, qu'est le pétrole, à d'autres sources d'énergie qui, elles, n'ont pas ces caractéristiques et qui, en particulier, sont plus chères. Et donc se pose évidemment la question de la capacité des ménages les plus modestes à payer ces surcoûts et donc à pouvoir se doter, avoir une mobilité qui, elle, est décarbonée. Donc on voit que les enjeux sont absolument énormes. Et ce soir, nous allons essayer de faire avancer le débat, d'en discuter, en nous plaçant du point de vue de l'entreprise. Essayer de comprendre comment, au sein de nos organisations, nous travaillons, nous avançons pour, répondre aux ambitions que l'Europe s'est fixées, nous a fixées, 2, répondre aux engagements que nous-mêmes avons pris par rapport à nos propres entreprises, et puis aux engagements que nous avons pris auprès de nos différentes parties prenantes, nos actionnaires, nos salariés qui sont très attachés à ces questions environnementales et de plus en plus, nos clients et également voilà, tout l'écosystème dans lequel on évolue, les territoires sur lesquels nous sommes placés. Voilà, c'est l'ambition qu'on se fixe pour ce soir, d'avancer sur ces sujets. Et je passe sans plus attendre la parole à Vincent Ducrot qui donc va faire une keynote pour présenter quelques-unes des conclusions de ce formidable séminaire que nous avons vécu récemment à l'IENS. Vincent. Bonsoir à tous. Alors dans ces rencontres du climat, nous aimons introduire les discussions par du contenu académique, restitution d'un travail de recherche. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous le ferons en faisant écho au séminaire de l'IENS intitulé « La transition écologique au carrefour des crises » qui a eu lieu le 19 mars dernier. Ce séminaire à destination de dirigeants de tout secteur a été l'occasion d'entendre des chercheurs d'horizons complémentaires autour de 3 thématiques. Christian Gaulier de la Toulouse School of Economics sur la question « La transition est-elle intrinsèquement inflationniste et inégalitaire ?» Philippe Aguillon, Collège de France, et François Briens, analyste à l'Agence internationale de l'énergie et auteur d'une thèse de mathématiques appliquées, ont échangé sur les concepts de croissance verte, sobriété et décroissance. Enfin, Jean-Yves Dormaguen, professeur de sciences politiques et président du laboratoire spécialisé dans les études d'opinion Cluster 17, a illustré à travers une segmentation inédite de la société française comment le clivage écologique nourrissait les populismes européens. Alors plutôt que de tenter une restitution exhaustive de leurs propos, nous proposons d'alimenter la table ronde qui va suivre avec quelques-unes des grandes questions abordées dans ce séminaire qui ont retenu notre attention, notamment parce qu'elles résonnent tout particulièrement avec notre secteur, celui des transports. Premier point, on le sait tous, la transition énergétique va coûter cher. Croire que les économies d'énergie vont se financer elles-mêmes à travers l'isolation thermique, à travers des économies sur le coût complet d'un produit décarboné est un leurre. Il faut donc hiérarchiser les actions en visant les plus efficaces au sens du coût d'abattement. Par exemple, passer du charbon au gaz revient à un coût du carbone de 36 € la tonne, quand passer du kérosène à l'e-carburant revient plutôt à 1 000 € la tonne. En termes d'outils, donner un prix au carbone permet d'orienter les choix sur le long terme et bien entendu d'intégrer cette externalité négative
son coût social dans le prix des choses et donc dans le choix des consommateurs. Le coût de la transition sera élevé, mais le coût de l'inaction le sera encore plus. Il est certes évalué dans une fourchette relativement large. Pour l'ADEME, c'est entre 1,5 de PIB à 2030 jusqu'à 5 points en 2050, mais c'était déjà une fourchette de 5 à 20% dans le fameux rapport Stern. Et certaines critiques sont émises sur la capacité de ces évaluations, beaucoup fondées sur le passé, à rendre compte d'un monde profondément bouleversé et inconnu. Alors qui va payer ? Pour Christian Gaulier, in fine, c'est forcément le client final, ou le contribuable, qui va payer. Ce qui signifie un pouvoir d'achat attaqué, et à première vue, un refus d'adhésion à cette transition coûteuse. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, c'est naturellement que l'on en vient à la question des inégalités. Oui, en France et dans le monde, les riches polluent plus. D'un facteur 3, certaines études disent même 5. En France, un ménage, c'est à peu près 15 tonnes pour le premier décile des revenus, et c'est 45 tonnes par ménage du dernier décile les plus aisés. Et que dire de l'écart au niveau mondial entre les émissions moyennes d'un Nord-Américain, 13 fois plus élevées que celles d'un Africain subsaharien. Alors, face aux problèmes climatiques, soit on tente de régler la question par les prix, ce qui est efficace, mais ce qui est inégalitaire s'il n'y a pas de mécanisme de redistribution quasi immédiate. Dans le cas d'ailleurs de la taxe carbone, cette redistribution est permise. Soit l'on règle par les quantités, plus équitable mais plus intrusif, probablement plus acceptable socialement, mais moins efficace, surtout si cela touche des coûts d'abattement élevés. Enfin, des solutions hybrides pourraient être envisagées, par exemple des coûts qui augmentent en fonction du nombre d'usages. En tout cas, une chose sur laquelle tous les économistes intervenants étaient d'accord, le marché n'est pas seul à même de répondre de manière équitable à l'enjeu climatique. Il faut donc une action de l'État. Quels peuvent être les rôles de l'action de l'État ? Alors, tout d'abord, ce qui a été évoqué, c'est d'abord un rôle de compensation. Face à l'impact d'une taxe carbone, la Fondation Terra Nova montre qu'un chèque redistributif des recettes carbone est bien dimensionné, pourrait contrebalancer l'impact de la perte de pouvoir d'achat jusqu'au 4e décile des revenus les plus modestes. Deuxième action, assurer une fiscalité du capital de telle sorte à répartir l'effort économique issu de l'intégration de ces surcoûts environnementaux. Surtout, l'État peut prôner une action sur deux jambes. L'une utilise la taxation sur le principe pollueur-payeur, c'est le cas de la taxe carbone, et l'autre, favoriser l'innovation durable et lutter contre la dépendance au sentier et ainsi limiter les coûts. Alors, la dépendance au sentier, c'est l'inclinaison naturelle pour une entreprise à continuer à innover dans son secteur, dans son domaine d'expertise, même si celui-ci n'est plus pertinent au sens de la lutte pour la transition climatique, qu'on pense à l'automobile notamment. À l'échelle européenne, les leviers d'action économique sont connus, mais pas encore aujourd'hui pleinement opérants. Par exemple, pousser la différenciation des conditions d'emprunt pour des projets durables, différemment de ceux qui ne le sont pas. C'est l'esprit de la taxonomie européenne qui vient de s'organiser. On peut également penser, ce qui a été évoqué lors du séminaire, la création de garanties vertes ou même un emprunt vert avec effet de levier pour l'agent privé, comme le fait BPI France en France. Et enfin, mais peut-être avant tout, l'action nécessaire se situe à un niveau global. Alors soit à travers une gouvernance mondiale, c'est hélas peu probable, soit selon le principe d'un club climatique. Alors ce principe prôné par le prix Nobel Nordhaus consiste à rassembler les bonnes volontés et à imposer des droits de douane à l'extérieur de ce club, ce qui doit inciter peu à peu les membres en dehors de ce club à s'aligner sur les comportements vertueux pour rejoindre ces marchés et auxquels le mécanisme de carbone aux frontières s'apparente. L'État est également une pierre angulaire pour des modèles appelant à des transformations plus profondes, parmi lesquels ceux qui se revendiquent du vocable de décroissance. Alors en effet, le séminaire de l'IENS n'a pas évité la question incontournable pour poser le problème dans son intégralité, croissance ou décroissance. Après avoir reconnu la relative maladresse sémantique de la décroissance, que certains aimeraient bien d'ailleurs rebaptiser abondance frugale, François Briens a précisé la définition profonde de ce champ. En effet, décroissance peut être présentée comme un changement systémique d'objectifs et de critères de choix. Certains économistes commencent même à reconnaître que la croissance qui doit être visée est une croissance
par la qualité et que le plus vaut plus a vécu. L'exposé ne s'est pas limité à une peinture idéologique. Le propos était bien de définir des scénarios de décroissance en reconnaissant quand même qu'il s'agissait d'un vrai pari ethnologique, avec des conditions et des moyens. Parmi ces moyens, nous avons retenu les points suivants. Le premier était d'utiliser et de non pas acheter certains biens de consommation, des moyens de transport, ce qu'on appelle aussi l'économie de la fonctionnalité, qui pourrait d'ailleurs s'élargir à des nouveaux scénarios de logement, par exemple. Des outils économiques usuels de réduction des inégalités et des normes pour pousser un juste prix, en y intégrant le carbone notamment. Évoquer également un partage et une réduction du temps de travail rémunéré, mais sans raisonner forcément en horaire hebdomadaire. Parmi ces autres moyens, évoquer des conditions d'exercice de démocratie directe développées, et encore des choses plus profondes, savoir interroger le sens de nos actions. Par exemple, dans les secteurs des transports, pourquoi voyager ? Et enfin, développer un imaginaire social et culturel désirable, avec à ce moment-là un rôle appuyé de l'enseignement et des médias. En matière de transport et d'urbanisme, cela peut supposer, à travers ce modèle, pour la mobilité longue distance, qu'elle soit plus rare pour des durées plus longues. Et au quotidien, cela pourrait passer notamment par la relocalisation des lieux de vie et des lieux de travail. François Briens, dans sa thèse, défend que ce nouveau modèle économique pourrait reboucler, non seulement en des termes écologiques, bien entendu, réduction des émissions, réduction des déchets, mais aussi en termes macroéconomiques, ratio dette sur PIB, taux d'emploi, niveau de service de type État-providence. Alors à ce stade, la principale question sur ce modèle, de notre point de vue, reste donc sur les mécanismes d'incitation et de construction de cette transition vers ce nouveau modèle. Et que dire aux pays en développement ? Notamment sur la question des besoins de transport. Est-ce en limitant encore plus ceux des pays développés ? Alors, on le voit bien, quel que soit le modèle poursuivi, notre vie doit changer en profondeur et que cela soit subi ou anticipé, c'est inévitable. Pour autant, quel est le niveau d'adhésion dans la population devant les faits et les conséquences de ces faits que nous venons de rappeler ? La réponse traditionnelle et celle de la majorité des économistes, c'est que ces changements sont plutôt mal perçus, selon l'argument principal que la transition nous amène des contraintes. Qu'on pense à l'inconfort, on peut songer aux températures, à la durée des transports, aux arbitrages contraints de mes propres achats, rénover, acheter une pompe à chaleur plutôt que de dépenser en loisirs ou en vacances. Alors au contraire, certains sondages montrent une volonté globale de changement profond. C'est le cas de celui de l'ADEME en 2022, pour lequel 62% des sondés reconnaissent que le moyen le plus efficace contre le changement climatique serait de changer de mode de vie, alors que seulement 11% des sondés portent leur confiance dans le progrès technique. Les travaux de 2019, rapportés par la même étude Terra Nova, montrent que près de 64% des Français seraient favorables à une taxe carbone si elle finançait de manière visible les transports moins polluants, les énergies bas carbone par exemple. Nous sommes donc à un moment charnière pour cette transformation. Sans mouvement fort et clair suscitant l'adhésion, les transformations seront encore plus violentes. Alors, comment susciter cette adhésion ? Tout d'abord en dépassant la vision d'un monde qui deviendrait sous contrainte, en référence à l'écologie dite punitive. En effet, on vit déjà avec beaucoup de contraintes. Que l'on pense aux morts de la pollution, aux manifestations actuelles des impacts des bouleversements climatiques. Et les contraintes ne seront que plus fortes et subies si on ne se donne pas un cadre choisi collectivement. Deuxième piste, en restaurant la confiance des ménages dans les politiques climatiques de l'État, en rendant les mécanismes lisibles et anticipés. Alors justement, la transition se heurte à une autre problématique. L'enjeu n'est pas seulement le chemin vers la transition, mais bien le traitement de la question de l'environnement en démocratie. Les travaux de Cluster 17, lors du séminaire à ce sujet, sont lumineux. Une corrélation forte existe dans les affinités électorales entre le soutien au populisme, un climato-scepticisme et un fort sentiment anti-système. Dès lors, présenter une transition juste, un narratif enthousiasmant en matière écologique sont des conditions nécessaires pour espérer garder les conditions d'une transition structurée et surtout efficace. Et les entreprises ont un rôle dans ce narratif et dans cette équité indispensable. C'est ce que nous allons voir maintenant et je passe pour ce faire la parole à Emmanuel Cuny. Je vous remercie. Merci Vincent Ducrot. Merci beaucoup. Je rappelle, faut-il
Lefebvre, que vous êtes directeur RSE et développement durable de Getlink. Alors, on va illustrer tout cela avec les acteurs qui sont ici présents, que vous connaissez très bien, donc la longue marche vers la transition énergétique et la place du transport dans toute cette problématique. On va approfondir en fait à travers différentes thématiques de cette table ronde, le concept de décroissance où les choses sont bien dites, autrement appelées abondance frugale, l'évolution bien sûr des modes de transport bas carbone et puis les questions liées spécifiquement à la fameuse taxe carbone. Alors premier sujet, cette fameuse abondance frugale, peut-on parler de décroissance dans les transports? C'est vrai, ça a été dit, beaucoup de responsables politiques, syndicaux, beaucoup de jeunes également appellent aujourd'hui à donner un coup de frein. Le mot décroissance est sur beaucoup de lèvres. Je vais faire un petit tour de table, à commencer par vous, Yann Leriche. Que répondez-vous justement à celles et ceux qui disent il faut plus réguler, il faut freiner, réguler l'accès au transport pour voyager? Vous avez des micros à votre disponibilité. Donc on commence par vous, on va faire un petit tour de table avec la question similaire. Alors, si la question est réguler, limiter uniquement le transport, je pense qu'on fait une erreur. On cherche bien à limiter les émissions de carbone et de façon générale de gaz à effet de serre. Et ça touche tous les secteurs, pas uniquement le transport. Et réguler, limiter uniquement le secteur des transports va sans doute être à la fois globalement inefficace et nous priver d'un certain nombre de nos libertés de façon inutile. Je pense qu'on a tous en tête la question des 4 vols, je crois que c'est 5 vols, bon, ça a changé, sur une vie. S'il faut, parce que c'est bien l'objet, réduire les émissions de CO2, faisons-le pour tous les domaines ensemble et pas pour un domaine particulier. Je disais que ça a 2 avantages. Le premier, une question de liberté. Imaginons que j'ai ma fille qui vit aux États-Unis et que j'ai envie d'aller la voir régulièrement. Je n'ai pas le choix, il faut que j'aille en avion. À côté, je peux avoir une vie extrêmement peu émissive en venant en transport en commun le matin, en mangeant pas de viande, etc. À l'inverse, mon voisin, ma voisine, Anne par exemple, peut choisir, elle, de ne pas voyager en avion et au contraire de venir au boulot en voiture et de consommer de la viande bovine tous les jours. Donc on voit bien que à émissions équivalentes, on a chacun des choix qui sont différents, des vies qui sont différentes, et se priver de ça, évidemment, est totalement inutile, ne le faisons pas. Le deuxième sujet, en raisonnant uniquement sur le monde du transport, c'est qu'on se met à risque par rapport aux effets de bord. Si je ne peux plus voyager, ce temps de trajet, je vais l'utiliser à faire autre chose. Et si je prends mes enfants, quand ils ne voyagent pas, ils vont passer leur temps devant leur PC à utiliser plein de choses. Je lisais récemment que les nouvelles puces NVIDIA, dont on parle beaucoup, celles qui alimentent tous les jeux vidéo maintenant, tous les logiciels d'intelligence artificielle, ces nouvelles puces, alors pour les spécialistes, je crois que c'est les H100, consomment par an plus qu'un ménage américain. Donc on va vite se retrouver dans une situation où il va être plus consommateur en énergie d'être devant son ordinateur sur des logiciels sophistiqués, notamment des jeux élaborés, que de voyager. Et donc ces effets de bord, on ne va pas y couper si on raisonne secteur par secteur, donc la nécessité d'avoir une approche globale des émissions et pas uniquement en transport et à côté d'autres domaines. Alors, Anne Rigail, Yann Leriche, vous tendez en quelque sorte la perche. Même question, on va vous donner le micro. Question posée à la patronne d'Air France. Est-ce que vous avez eu un jour l'idée de ne plus prendre l'avion ? De le réguler, d'accompagner effectivement les comportements de nos clients. Bien sûr, on est conscient que le transport aérien, déjà, il peut faire peur parce que pré-Covid, on était sur des croissances de 5% par an. Donc, on est beaucoup moins sur des niveaux bien inférieurs au niveau de l'Europe. On est plutôt sur du 1 ou 2%. Mais il faut avoir conscience que dans des continents où il n'y a pas les mêmes infrastructures, il n'y a pas les alternatives en train, en Chine, aux USA, où effectivement il faut 3 jours pour aller de New York à Los Angeles, en Afrique, où les infrastructures sont compliquées, le transport aérien, l'accès des ménages à cette liberté de transport fait que les croissances restent fortes. Donc effectivement, la question, c'est comment on fait pour avoir une transition globale, puisque si l'Europe fait sa transition, mais que finalement,
elle peut avoir un rôle d'orientation, d'exemple, mais il faut bien raisonner sur les émissions de carbone globales. Donc qu'est-ce qu'on fait nous ? On s'est fixé des objectifs ambitieux, moins 30% à 2030. On pousse tous les leviers possibles, et les leviers, ils ne sont pas infinis pour l'aérien. On disait que le tunnel était vert et électrique. Moi, le seul avion électrique que je connais, il a 2 places, et il ne vole pas très longtemps. Donc qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? Acheter des nouveaux avions qui continuent à voler avec finalement des énergies fossiles, mais qui en consomment 20-25% de moins. Donc on a poussé l'effet là-dessus. On a l'intermodalité, donc il faudra trouver comment on fait pour rapprocher la gare du Nord avec l'aéroport de Roissy. On fait déjà de l'intermodalité avec Eurostar chez KLM au niveau d'Amsterdam, et nous on pousse les feux avec la SNCF. Je crois qu'on a plus de 40 routes qui font du train plus serre, donc effectivement on fait ça. Et puis on a ces fameux carburants durables qu'il faut encore largement développer, qui sont fabriqués à partir de déchets organiques, demain à partir de CO2 capté en sortie d'usine, et qui sur l'ensemble du cycle de vie fait moins 80%. Une fois que j'ai dit ça, est-ce qu'il faut contraindre ? C'est déjà fait. Alors certes, certains disent sur une partie minimale, parce que c'est sur du point-à-point domestique, sur effectivement tous les trajets sur lesquels il existe du train à moins de 2h30. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous avons vécu un changement radical des comportements de nos clients sur le domestique. Entre 2019 et 2023, et ça s'est accéléré par rapport à une tendance naturelle depuis 20 ou 30 ans, on a vu moins 40% de la demande de clients sur du trajet domestique. Et nous, on a accompagné ça. Les clients, ils font quoi ? Ils font de la visio, comme nous tous en ce moment, et ils basculent sur le train parce que c'est décarboné, parce que c'est bon pour le scope 3. Et donc, on accompagne ça en baissant fortement nos capacités. Mais une fois que j'ai dit ça, nous, notre empreinte, c'est essentiellement du long courrier. 80% c'est du long courrier. Et les clients que nous avons, c'est des clients qui peuvent aller par exemple de Stockholm à New York ou Los Angeles, et ils peuvent passer par Londres, par Amsterdam, par Francfort, par New York, par Istanbul, plutôt qu'à Paris. Donc la question, c'est mettre des contraintes locales, des réglementations franco-françaises et même européennes, si c'est bien évidemment beaucoup mieux, ça déplace finalement les voyages plus que les faire baisser, et ça peut être à la fois inutile, parfois contre-productif, quand finalement ça agrandit les distances de voyage, si on n'agit pas dans une réglementation la plus globale possible, même si elle est compliquée à mettre en œuvre. Bien, avec donc un impact très important sur la stratégie. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis une prise de conscience que vous dites aussi de la part de la clientèle. Ça, c'est un facteur très important à intégrer. Alors, on va revenir au ferroviaire avec vous, Gwendoline Cazenave, donc directrice générale d'Eurostar. Même question. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui disent il faut réguler, il faut freiner le transport pour voyager ? Alors, nous, chez Eurostar, on a tendance à dire qu'en fait, la contrainte, en réalité, c'est pas ce qui marche. Je crois que c'est ce que vous disiez très bien dans votre intervention. Les gens ont compris. Ils ont compris que rationnellement, il fallait faire attention, etc. Ce que tu disais sur tes enfants, Yann, etc. Et en même temps, je crois que le sujet d'une compagnie comme Eurostar, c'est de dire comment on réussit à réconcilier l'envie de voyager, le plaisir et la responsabilité, la durabilité. Comment on sort de cette espèce d'écologie punitive, comment on sort du ton moralisateur, parce que c'est quand même extrêmement clivant. Et quand on est patron d'une entreprise européenne comme Eurostar, on n'a pas envie, je suis sûre que c'est la même chose pour tous ceux qui sont autour de moi aujourd'hui, d'être d'aller dans un monde punitif, moralisateur, etc. Du coup, tout le sujet, c'est finalement ça. C'est finalement comment on donne envie, comment on redonne la liberté, et comment on concilie le voyage, qui est quand même ce qu'il y a de plus aspirationnel, en tout cas une des choses qui est les plus aspirationnelles, et tout en économisant la planète, en respectant la planète. Est-ce que vous avez des réponses concrètes finalement ? Alors, du coup, vous y pensez avec vos équipes au quotidien, j'imagine. Ce qu'on a fait chez Eurostar là-dessus, on a regardé comment nos clients voyageaient, et ils nous demandent en gros la liberté, c'est-à-dire
je décide de voyager demain, et puis finalement c'est après-demain, etc. Et du coup, c'est hasard des calendriers. Nous avons beaucoup travaillé sur le sujet des conditions d'échange, de la flexibilité, et on a annoncé hier que nous rendions flexible la totalité de nos classes. C'est-à-dire là où, jusqu'à présent, dans l'ensemble des compagnies, des opérateurs de transport, qu'ils soient d'ailleurs aériens, ferroviaires, etc., dans le monde et en Europe, cet échange gratuit était offert uniquement aux clients premium, business, etc. Nous, on a pris la décision d'offrir cette liberté d'échange jusqu'au moment du voyage à l'ensemble de nos voyageurs. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est de dire au fond, on anticipe et on punit pas, et on peut voyager et on offre cette liberté à nos clients. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Henri Poupart-Lafarge, là on va voir l'avis, la position de l'industriel. Alstom, je parle sous votre contrôle, ce sont 80 000 employés dans une soixantaine de pays, c'est bien ça. Donc il faut faire tourner la machine. Vous fabriquez des trains, comme chacun sait, entre autres. Concrètement, qu'est-ce que vous dites? Moi, cher jeune, oui, ok, réguler les transports et surtout freiner la part du voyage. C'est freiner une part de rêve, finalement, y compris pour l'industriel. Alors, je vais parvenir sur l'exposé extrêmement brillant qui a été fait sur la régulation totale. Et c'est vrai qu'il faut jouer sur tous les leviers. Le levier prix, qui est très important, l'internalisation des externalités. Ça, c'est un des sujets très importants dans le transport qu'il faut partager entre tous, toutes les externalités. Donc, on a beaucoup parlé des émissions, mais il y a d'autres types d'externalités, bien évidemment. Il a été dit aussi, et c'est très important, que les pouvoirs publics ont un rôle absolument clé, à la fois dans la régulation globale, mais également parce que les transports ne peuvent pas se faire sans infrastructure et donc sans investissement long terme pour permettre précisément cette offre de transport. Un transport, c'est un système, il faut des gens, des opérateurs, des constructeurs, des énergéticiens, donc c'est un système complet. Donc l'État a un rôle de régulation très important. Toutes les études montrent, et finalement c'est ce qui se passe, que le train doit regagner de la part modale si on veut vraiment atteindre cette décarbonation. Et donc nous, comme industriels, un des premiers enjeux qu'on a, on en a deux. Le premier, c'est l'enjeu du volume. C'est-à-dire qu'on voit bien les clients à travers le monde, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Inde, etc., voient les opérateurs, mais voient des passagers, un trafic passager qui augmente très rapidement dans les grandes lignes. Alors il y a un phénomène d'ailleurs assez étonnant dans l'urbain, c'est-à-dire que l'urbain asiatique réaugmente très fortement, l'urbain européen augmente relativement doucement, et l'urbain américain n'a pas encore réatteint les niveaux pré-Covid. Mais donc le premier enjeu, c'est un enjeu de volume et la capacité des industries, donc de nous, de fournir les trains, les infrastructures, la signalisation, évidemment, nécessaire à cette augmentation du trafic. Et on voit la difficulté de toutes les industries aujourd'hui à le faire. Je disais... Vous pouvez me corriger que l'aéronautique allait tout juste réatteindre le niveau de son chiffre d'affaires de 2019, cette année ou l'année prochaine. C'est dire la difficulté que toutes les industries ont à monter en puissance aujourd'hui. C'est une double peine en quelque sorte. Ah non, c'est un double plaisir. Enfin, il n'y a pas de peine à grossir, bien au contraire. Je trouve que c'est formidable d'avoir cet enjeu en face de soi. Et puis, donc ça, c'est le premier enjeu, un enjeu de volume. On pourra y revenir parce que cet enjeu de volume est rendu, c'est vrai, compliqué par les normes, les régulations qui ralentissent tout un tas d'investissements. Et puis, le second enjeu, et ça a bien été dit, c'est l'attractivité. C'est-à-dire que nous, en tant que constructeurs ferroviaires, on doit rendre nos produits, on doit rendre les systèmes plus attractifs. Le coût, évidemment, en premier lieu, le coût d'exploitation de nos systèmes, donc consommation d'énergie, maintenance. C'est-à-dire, bien sûr, il faut un élément prix, mais il faut aussi que nos coûts soient attractifs. Et puis l'attractivité pour le passager. Enfin, si vous prenez, là, je pense que je suis arrivé avec la ligne 14, puis la ligne 12, mais enfin la ligne 14, bon, le métro, la ligne 14, ça n'a rien à voir avec les métros qu'il puisse y avoir il y a 30, 40 ans. Donc le confort du passager,
la connectivité du passager, l'accessibilité des trains, très important, qui a fait beaucoup de progrès. On fait aussi beaucoup d'efforts dans l'accessibilité. On ne peut pas demander, et c'était dit sur les contraintes, on ne peut pas demander aux gens de prendre des transports ferroviaires et puis ne pas permettre que le transport ferroviaire puisse accueillir tout le monde avec toutes ces caractéristiques. Donc un gros enjeu de volume et un gros enjeu d'attractivité, c'est vraiment ce qui nous guide tous les jours pour pouvoir répondre à cette demande. Donc ce n'est pas la double peine, c'est au contraire justement une double façon, une double joie de travailler pour apporter des solutions, pour apporter des réponses. Anne Rigail, on le voit au quotidien, hein, ça a été très bien dit, les mouvements activistes montent en puissance, ils mettent vraiment la pression sur les entreprises, pourtant créatrices d'emplois finalement, hein, et donc ça c'est important, c'est une contrainte au quotidien. Alors vous avez vous-même une vision internationale des choses. Est-ce que c'est un mouvement vraiment très mondial ou spécifique aux je dirais, aux grands pays occidentaux? Vous qui voyagez beaucoup. Je ne voyage pas tant que ça. En tout cas, je fais très attention à la façon dont je voyage. Mais oui, c'est une bonne question. Et c'est vrai que nous, on est plongé en France, en Europe. Et c'est vrai que dès qu'on interroge des collègues de patrons de compagnies aériennes et ce qui vivent ailleurs, on est parfois dans un autre monde. Alors déjà, c'est une bonne chose qu'il y ait des ONG, des associations, ça témoigne de la prise de conscience globale, qui est aussi une prise de conscience de l'ensemble de nos clients et de nos collaborateurs, qui attendent aussi qu'on agisse. Donc là-dessus, aucun sujet. On a Vincent Etchebert dans la salle, qui est le directeur développement durable d'Air France, qui rencontre beaucoup de ces ONG, de ces associations, qui nous amènent beaucoup. Mais après, il faut qu'on puisse dialoguer, il faut qu'on puisse partager nos contraintes, il faut qu'on puisse faire comprendre qu'une entreprise privée, si elle ne gagne pas d'argent, elle meurt. Donc il n'y a plus de sujet, mais d'autres prendront la place, qui n'auront peut-être pas les mêmes soucis, je dirais, d'environnement. Donc il faut qu'on arrive à co-construire des feuilles de route. Et ce qu'on voit très clairement, c'est que la France et la Hollande, puisqu'on est un groupe franco-hollandais, Air France KLM, sont beaucoup plus en pointe aujourd'hui dans les discussions de contraintes des mouvements sur les aéroports, de baisser effectivement le transport aérien, quitte à ignorer le fait que le transport aérien, ces deux compagnies-là, c'est des réseaux mondiaux, donc ça a peu de sens de parler localement. Donc c'est effectivement très prégnant sur nos pays. Alors ça pousse à l'émulation aussi, finalement, quelque part. C'est un peu le côté positif des choses. Il ne faut pas que le balancier aille trop loin. Tout en faisant attention qu'on puisse continuer à donner l'exemple. Bien sûr. Parce que ça coûte cher, on l'a dit, oui. Et qu'il faut garder effectivement la bande patiente pour pouvoir poursuivre les actions. Alors justement, la croissance, on y vient, la croissance des modes de transport bas carbone, c'est notre deuxième thématique. Yann Leriche, on va jouer franc jeu. Les agences, vous dites que le groupe décarbone, votre groupe vous décarbonez, mais les agences de notation n'ont pas forcément, notation ESG, n'ont pas forcément le même avis. En tout cas, ils portent un autre regard sur cette position. D'abord, comment vous expliquez ce regard différent par rapport à tous les efforts que vous faites au quotidien? Et puis, deuxième partie de la question, les navettes ferroviaires, le shuttle, donc d'Eurotunnel, participent, je dirais, de ce train, de ce maillon vert d'une chaîne en fait complète, qui peut s'avérer parfois une chaîne logistique grise. Donc, comment vous équilibrez justement un petit peu les écarts de tout cela et cette évolution sur 30 ans? Quel est votre regard? Alors, première question sur les agences de notation. Alors, il est exact que si vous regardez les notations extra-financières du groupe Getlink, elles vont de moyenne à très bonne. Donc, on a des gens, malgré le fait qu'on émet peu de CO2, des agences qui nous jugent finalement pas si bons que ça. Alors là, on va être très très clair, et je l'affirme avec force parce que nous avons beaucoup travaillé justement avec l'école d'économie de Toulouse. C'est parce que les agences qui nous regardent le font en jugeant notre trajectoire de décarbonation sans regarder la valeur absolue. On regarde que l'effort relatif, et par rapport à une année de référence qui est concernant 1999. Alors pourquoi ça ne marche pas sur une entreprise qui est déjà verte? Alors je vais vous l'illustrer à travers un exemple. Pour traverser la Manche avec votre voiture, vous avez deux options. Première option, la bonne, Eurotunnel. Vous mettez votre voiture dans un train, ça traverse en 35 minutes. Ça émet peu de CO2, c'est très efficace. Deuxième option, vous pouvez traverser avec votre voiture dans un ferry.
ça pollue 73 fois plus, et en plus, c'est beaucoup plus long. Et donc, on imagine la situation suivante, où vous avez une première voiture qui traverse avec nous, un de CO2 émis, deuxième voiture qui traverse avec nos concurrents, 73 CO2 émis, ça fait pour la planète 74 en tout. On convainc le deuxième client de voyager avec nous, donc on a 2 voitures chez nous, ça fait 2 d'émissions pour nous et pour la planète, et ça fait 0 pour les ferries. Et donc on est passé au total pour le monde de 74 à 2, on a divisé par 37. C'est fantastique. Sauf qu'en attendant, nos émissions à nous sont passées de 1 à 2. Elles ont doublé. On est jugé en valeur absolue. Et donc le fait que nous décarbonions la planète est mauvais pour notre trajectoire carbone. Voilà. Donc au début, quand on disait ça, on baissait la tête. Aujourd'hui, on ne la baisse plus. On dit aux agents de notation que leur travail ne répond pas à l'ambition qui est fixée. Et pour les matheux, on sait qu'une somme d'optimums locaux n'a jamais fait un optimum global. Voilà. Et donc, on se bat fortement sur ce sujet. C'est un paradoxe qui s'explique finalement assez simplement. Mais c'est dangereux. Hein. Nous, on est coté, évidemment, très, très observé. Et donc, il y a plein d'investisseurs qui ne rentrent pas dans ce détail et qui voient une notation qui, à nouveau, bon, est quand même globalement bonne, hein, mais pas exceptionnelle pour tout le monde. Et donc, qui potentiellement n'investiraient pas chez nous en ne pensant pas que nous sommes verts, alors qu'on l'est. Et on voit bien que ça pose un certain nombre de questions. Alors, c'est un peu le problème des agences de notation. D'ailleurs, pour toutes les notations, c'est un peu parfois trop brut de décoffrage. Et la deuxième partie de la question, l'évolution depuis 30 ans, puisque le tunnel sous la Manche a 30 ans. Oui, alors sur la partie fret, alors peut-être qu'il faut faire un pas en arrière. Sur la partie fret, on a deux types de transport de marchandises qui utilisent le tunnel. On a des camions qui font des kilomètres sur la route, qui viennent sur nos navettes. Pareil, nos trains, et en 35 minutes, hein, c'est une autoroute ferroviaire qui traverse le tunnel et qui repart de l'autre côté. Et effectivement, on est vert sur une chaîne qui est brune. On a aussi des trains de fret classiques qui utilisent le tunnel, et là, on est vert de bout en bout. On peut venir du fin fond de l'Espagne pour aller dans le nord de l'Angleterre. Et effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup plus de trafic qui passe par les camions que par le fret classique. Et d'où la question pourquoi et qu'est-ce qui fait que cette dynamique n'a pas été plus importante sur les 30 dernières années. Et là, la réponse est simple, a déjà d'ailleurs été évoquée à cette table, c'est que pour réussir à faire du fret de bout en bout, il faut avoir une qualité de service qui soit aussi bonne que celle de la route, ce qu'on a du mal à faire. On a du mal à le faire en France parce que le réseau n'est pas de bonne qualité. On a des plans fantastiques hein, pour remettre de l'argent dans le réseau. Maintenant, ces plans, il faut les délivrer. Et en France, on est bon sur les plans, on est un peu moins bon sur la partie exécution. Et il se trouve qu'en Grande-Bretagne aussi, on a des problèmes de gabarit. Quand vous avez des camions, des trains intermodaux qui sont capables d'être efficaces et compétitifs avec la route, il faut des gabarits plus larges. Et quand vous arrivez dans le Ken pour aller vers Wembley, Daventry, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais oui. On n'a pas les bons gabarits. Et donc ça, c'est un de nos enjeux aujourd'hui, de réussir à avoir la bonne efficacité. C'est une question de coût et de qualité de service. On en revient aux discussions. Oui. Réflexion permanente, finalement, avec les équipes. Alors, Gwendoline Cazenave, cas concret pour Eurostar, vous avez annoncé un plan, un ambitieux d'ailleurs, plan de croissance d'ici 2030. Est-ce que c'est une manière pour Eurostar de répondre à la question de la décarbonation? Et puis, comment vous allez faire pour atteindre tous ces objectifs qui sont quand même très ambitieux? Oui, en effet. L'objectif d'Eurostar en 2030, c'est 30 millions de passagers. En 2023, on en a fait 19. Donc ça vous donne une idée de la mesure de la décarbonation, parce qu'en réalité, plus d'Eurostar, c'est moins de carbone. Alors comment on va faire ça? La première chose, c'est ce que j'appelle le haut débit. Le haut débit, c'est l'augmentation de l'offre, de l'hyperfréquence, la grande vitesse et l'hyperfréquence entre nos grandes capitales européennes. Donc Paris-Londres, bien sûr, mais aussi Londres-Amsterdam, Amsterdam-Bruxelles-Paris et Paris-Cologne. Donc c'est vraiment, voilà, c'est des trains à la demi-heure avec des grosses capacités. Et donc c'est tout le sujet des économies d'échelle, de l'industrialisation de la maintenance Eurostar, etc. Maintenant qu'on a fusionné et qu'on a fusionné avec Thalys. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est le développement des open hubs, ce que j'appelle les open hubs. L'aérien a inventé les hubs et nous, chez Eurostar, on invente avec nos partenaires ferroviaires
et aérien également, ce qu'on appelle les open hubs, c'est-à-dire notre capacité au fond à élargir les destinations accessibles pour Eurostar, pour ce transport transfrontalier européen avec des destinations européennes plus larges. Par exemple, on travaille beaucoup avec la Deutsche Bahn sur les connexions à Bruxelles, avec nous Paris-Bruxelles et Londres-Bruxelles pour aller vers l'est de l'Europe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les open hubs, qui auraient dit qu'un jour Eurostar pousserait ses clients à aller voyager avec d'autres compagnies ferroviaires, voire des compagnies aériennes. Et puis le troisième point, c'est faire un effet levier plus fort avec notre marque. Donc Eurostar est une marque avec un taux de notoriété extrêmement fort, on travaille beaucoup dessus, mais en Europe bien sûr, mais aussi en Amérique du Nord, en Asie, de façon à ce que quand les Américains, les Asiatiques viennent en Europe, qu'ils arrivent à Roissy, à Heathrow, à Schiphol, une fois qu'ils sont en Europe, ils voyagent avec Eurostar. Donc c'est vraiment ça. Et puis je vais vous raconter une histoire incroyable. Début avril, j'ai rencontré, vous savez, le Royaume-Uni, c'est le pays des espions, et j'ai rencontré la James Bond de British Airways. Oui, c'était une femme. Et elle me raconte cette histoire incroyable. Elle faisait, il y a 30 ans, de l'intelligence économique pour identifier quelle serait, dans 30 ans, la part de marché d'Eurostar. Quelle est, selon vous, cette James Bond, selon elle, quelle était la part de marché d'Eurostar donc en 2025 qu'elle évaluait? 30%. Aujourd'hui, on est au-dessus de 80%. Et donc, quand on voit ça, on se dit que, voilà, la croissance est devant nous. Même les espions ne voient pas forcément toujours très clair. Alors, sur le plan industriel, justement, Henri Poupart-Lafarge, quel est le plus grand défi technologique, finalement, face à toutes ces ambitions? On parle notamment du train toujours plus léger. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Et puis, rapidement, est-ce que la structuration des marchés auxquels, aujourd'hui, vous répondez vous permet d'innover? Donc, rapidement, le train plus léger. Oui, je dirais c'est le train plus économe en énergie. Alors en électricité, alors on a le même souci de calculer quel est le CO2 émis évité. Donc ça, c'est le fameux Scope 4 qui arrivera peut-être un jour sur nos tablettes. Et donc l'économie d'énergie, si on prend par exemple le TGV du futur, ce qui va arriver dans un an maintenant, c'est quoi? C'est 15% de place en plus, 15% de moins d'énergie par train. Donc on est quasiment à 30% d'énergie à la place en moins. C'est le poids, c'est l'efficacité de la chaîne de traction, c'est l'aérodynamisme. Et puis si en plus, si vous voulez prendre une vision système de la chose, vous installez ce qu'on est en train de faire, le RTMS sur Paris-Lyon, on augmente le nombre de créneaux de 13 à 16 par heure. Donc vous montez aussi la capacité d'une ligne donnée à émission constante pour la ligne, qui elle est fixe, de 20 à 25%. Donc l'enjeu, c'est vraiment un enjeu énergétique premier, et on est dans un système complet, et on peut passer d'ailleurs sur les quelques trains diesel qui restent, il y en a encore, qu'il faut transformer dans des trains soit à batterie, soit à pile à combustible. Alors, on va justement aborder le troisième sujet avant de passer la parole au directeur général d'une société d'études qui va nous expliquer concrètement quel est le regard et puis les attentes des Français en tant que tels. Mais rapidement, disons chacun quelques mots de la taxe carbone. Yann Le Riche, est-ce que cette mise en place sera vraiment un réel facteur de décarbonation, et est-ce que ce ne sera pas finalement aussi une source d'inégalité? Je donne 2 minutes à chacun. Ouais, sur le sujet de la taxe carbone, ce qu'on peut d'abord constater, c'est que les économistes sont entre eux pas toujours d'accord sur les sujets, mais là, il y a une forme d'unanimité. Donc, c'est un premier signe. Cette taxe existe déjà de façon directe ou indirecte. Je pense au marché ETS, la taxe française sur les carburants, puis il y a d'autres façons indirectes de taxer. Ce qui est certain, c'est que le signal prix fonctionne depuis très très longtemps, et dans le secteur de la mobilité, on le sait, quand le prix de l'essence augmente, les gens font moins de kilomètres, c'est assez mécanique. Vincent Ducrot l'a dit tout à l'heure, de toute façon il n'y a que 2 façons de décarboner, c'est en jouant sur les prix ou en jouant sur les quantités. L'avantage de jouer sur les prix, alors il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés,
Mais l'avantage de jouer sur les prix, c'est qu'on peut collecter une taxe et redistribuer. Donc sur la partie égalité, on a ce levier-là, hein, qui est que l'argent collecté peut être redistribué pour aider ceux pour qui ça va être le plus compliqué de se décarboner, alors qu'en jouant sur les quantités, nous n'avons évidemment pas ce même levier à disposition. Alors Anne Rigail, comment est-ce que vous voyez justement la mise en place de cette taxe carbone progressive pour l'activité d'Air France, je dirais en Europe et puis ailleurs dans le monde? Je préférerais déjà parler des taxes qui existent, parce qu'on a l'impression que l'aérien n'est pas taxé parce qu'effectivement, il y a une norme internationale de ne pas taxer le kérosène de l'aérien. Mais dans la pratique, on a une somme de taxes. Depuis 2022, on doit payer la compensation des émissions des vols domestiques. Depuis 2012, on a le système d'échange des quotas d'émissions qui pèse quand même aujourd'hui, je donne les chiffres pour bien vous dire qu'on n'est pas dans le fantasme, 100 millions d'euros sur le budget annuel d'Air France. Mais les quotas gratuits qui représentent 50% disparaissent à 2026 pour l'aérien, et donc on va passer à 500 millions d'euros à 2030. Donc vous voyez, on n'est pas sur des petits chiffres par rapport à une entreprise comme Air France et un aérien cyclique à marge faible. Et puis on a aussi, et ça c'est plutôt une très bonne chose, des mandats d'incorporation obligatoires des fameux carburants d'aviation durable qui sont effectivement très chers aujourd'hui. C'est 1% aujourd'hui qu'on met, on est les premiers consommateurs dans le monde, 16% des carburants durables. C'est 2% à 2025, ça paraît pas grand-chose. C'est 6% à 2030. Et nous, on s'est dit que de toute façon, c'était pas assez et qu'on visait 10%. Et ça va être plus d'1 milliard à intégrer dans le business model. Donc évidemment, il faut passer le prix aux consommateurs, mais dans un marché qui est complètement ultra-concurrentiel, où d'autres concurrents n'ont pas les mêmes sujets, c'est compliqué. Et je voulais dire que oui, nous, on essaie de revenir au niveau de 2019, mais la compagnie qui a le plus cru, finalement, elle est juste aux portes de l'Europe. Elle s'appelle Turkish Airlines. Elle fait plus de 25% par rapport à 2019. Et les mécanismes de carbone aux frontières, aujourd'hui, ils n'ont pas encore été inventés. Ils sont ultra complexes. Alors, Gwendoline Kasdam revient donc dans le ferroviaire. De quoi, finalement, le secteur a besoin pour faire croître, effectivement, le transport bas carbone? Et puis, indépendamment de cette fameuse taxe carbone, est-ce qu'il y a d'autres leviers pour y parvenir? Moi, je crois, le sujet majeur, vous l'avez compris, c'est le sujet de la croissance de l'offre. Pour nous, Eurostar, et paradoxalement, quand on regarde la carte de l'Europe et du réseau Eurostar, on se dit finalement, est-ce que le sujet, c'est le sujet des lignes? Faut-il construire des nouvelles lignes à grande vitesse? Eh bien, c'est contre-intuitif, mais la réponse est non. Le sujet majeur de la croissance pour Eurostar et de la croissance du trafic européen, c'est les gares. En fait, aujourd'hui, les goulots d'étranglement, ils ne sont pas chez Yann, ils ne sont pas dans les réseaux d'infrastructures, sauf à la marge, ils sont véritablement dans les gares. Et donc, j'entends parler de la taxe carbone, évidemment, la taxe carbone, c'est un sujet, mais c'est loin d'être une réponse universelle. Pour aujourd'hui, ce que j'appelle pousser les murs dans une gare, en réalité, on doit mettre autour de la table, en tout cas Eurostar doit mettre autour de la table, parce qu'on est un des seuls acteurs européens à pousser ces murs-là, les gestionnaires de gare, les policiers aux frontières, alors les policiers aux frontières, les Français, les Britanniques, les Néerlandais, etc., l'Union européenne, les douanes, les gouvernements, les pouvoirs publics, les agglomérations. Et du coup, il y a un vrai sujet de politique publique, à la fois pour augmenter ce que j'appelle les open hubs, mais ne serait-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde le sujet qui nous occupe avec Yann, qui est le sujet du trafic Paris-Londres, Gare du Nord, Londres-Saint-Pancras et la gare d'Amsterdam, pour construire les terminaux de passage aux frontières qui permettent le flux de voyageurs et d'absorber la demande, en fait. Oui. Donc le sujet majeur, c'est vraiment ça, c'est pousser les murs dans les gares. Justement, regard général, Henri Poupart-Lafarge, de quoi comment le monde des constructeurs ferroviaires accueille et travaille à cette montée en puissance? Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une question de système global. On a parlé de l'innovation. Moi, je crois qu'il faut desserrer un certain nombre de contraintes sur l'infrastructure, de contraintes dans les délais. On a tous en tête cet exploit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. On a aussi tous en tête que cette reconstruction a été faite en s'exonérant de
tous les process normaux. Il n'y a pas eu d'appel d'offres public, il n'y a pas eu quoi que ce soit dans la matière. Et je crois que quand on est en face d'un mur comme celui de la transition écologique, il faut avoir le courage de temps en temps de dire il y a peut-être des choses qu'on fait d'habitude pour un certain nombre de raisons et qu'il faut peut-être s'exonérer de faire. Il faut avoir ce qu'on peut appeler des bacs à sable pour l'innovation, dans lequel on va pouvoir travailler en s'exonérant un peu de certaines règles classiques. Il va falloir effectivement pousser les murs plus facilement, prendre des décisions politiques assez fortes sur l'aménagement du territoire, sur l'aménagement des villes. Alléger les contraintes, finalement. Alléger les contraintes. Alors c'est contre-intuitif lorsqu'il s'agit de contraintes environnementales, parce qu'en même temps, on ne souhaite pas simplement éviter les émissions de carbone, mais aussi, d'une manière générale, sauvegarder notre environnement. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de contraintes qui pourraient être allégées compte tenu de l'urgence. On ne fait que de parler de l'urgence climatique. Il y a un état d'urgence. Il y avait un état d'urgence pour refaire Notre-Dame. Je ne dis pas qu'une gare, c'est l'équivalent de Notre-Dame, mais probablement qu'il y a des urgences, en tout cas aussi fortes en environnement. Bien, vous restez, mesdames et messieurs, avec nous sur scène. Je vous propose maintenant de faire un petit point sur justement la perception, en tout cas les perceptions des Français sur la problématique climat. Et on va prendre une référence, quelle est la tendance depuis 30 ans, à l'occasion des 30 ans, le 30e anniversaire du tunnel sous la Manche. J'invite Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, à exposer. Alors 7 minutes, je sais que c'est peut-être un peu frustrant, mais on aura l'occasion d'échanger à la fois avec les panélistes et puis bien sûr, chose promise, chose due, avec la salle. Donc Frédéric, voilà. 7 minutes, je préfère 420 secondes, ça paraît plus long. En tout cas, bonsoir à tous. Merci à Gatling pour son invitation. Quelques éléments, oui, sur l'état de l'opinion publique française. Par rapport à il y a 30 ans, on est sur un contexte très mouvant des préoccupations des Français. La santé qui a explosé comme le premier enjeu pour les Français, c'était avant le Covid. L'éducation qui est le reflet de l'inquiétude sur le déclin du pays. La sécurité. Mais ce qui frappe, c'est que le climat demeure un enjeu toujours saillant en dépit d'une moindre centralité. Le chômage a disparu. Je suis un petit peu fort en disant ça, mais il s'est, évaporé dans la hiérarchie des préoccupations des Français. Il y a 30 ans, chômage de masse, c'était le premier enjeu pour les Français. C'est maintenant, dans les données IFOP, le 12e enjeu en termes de hiérarchie. La préoccupation climatique, l'intensification du dérèglement, notamment autour des phénomènes météorologiques, demeure. Et cette urgence climatique, ce qui me frappe depuis une dizaine d'années, c'est qu'on a un consensus de l'opinion publique avec des clivages notamment générationnels. Ce sont les jeunes qui ont imposé les termes du débat. Il y a 2 ans ici, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, Thierry Mariani, on avait travaillé sur les assises des transports. On parlait environnement, on parlait développement durable, on ne parlait pas du climat. Et malgré le fait que les jeunes aient imposé le terme du débat, on a des clivages qui se sont effondrés. Et puis, le contexte dans lequel on vit, cette polarisation, ces tensions jamais vues sur le pouvoir d'achat n'ont pas inversé la tendance, malgré cette obsession inflation pouvoir d'achat. Les Français restent très majoritaires, même si ça a perdu de son intensité, ils restent très majoritaires à dépasser la bataille d'Hernani, si je puis dire, fin du monde, fin du mois. Et l'importance sur le climat, on le voit quand on les invite à parler dans les enquêtes qualitatives de ce qui les inquiète. C'est quoi le pessimisme de projection pour leurs enfants? On voit que l'inflation, le pouvoir d'achat sont des inquiétudes de court terme, alors que le climat sort systématiquement, et pas seulement chez les jeunes, pas seulement chez les catégories les plus sensibilisées, comme un enjeu de moyen et long terme. Donc les constats, c'est un enjeu qui demeure, et qui demeure central pour les Français. Et puis, par rapport à d'autres types de préoccupations par les Français, c'est mon deuxième point, on a une appropriation de l'enjeu par les Français qui est très spécifique et qui est très rare par rapport à d'autres enjeux. À travers les enquêtes, on voit une véritable mobilisation individuelle. Il y a la phrase « qui mieux que moi peut faire avancer la cause sur le climat ». On croit à cette mobilisation individuelle. On aurait pu croire que 2 effets pervers, si je puis dire, auraient pu entraver cette mobilisation. Un effet, c'est trop tard, c'est foutu, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le cas. Ou bien un effet que j'appelle « messieurs les Anglais, tirez les premiers ». Ce n'est pas à nous de faire des efforts, nous Français, c'est aux Américains, aux Russes, aux Chinois, etc. C'est cité, mais ça n'empêche pas cette mobilisation. L'opinion publique veut bouger, elle-même, en rupture avec une posture délégataire sur le mode c'est au pouvoir, c'est à l'État, c'est aux acteurs nationaux, aux acteurs locaux de faire bouger les choses. Donc on a
cette forte croyance en l'action individuelle avec un scepticisme sur les logiques collectives. Les manifs pour le climat, on en parle, mais elles ne sont pas massives en France. Le scepticisme se voit également, malheureusement, je le vois à quelques semaines des élections européennes, par un non-vote, notamment chez les jeunes, une sorte d'aquabonisme sur la question du climat. C'est par l'action individuelle qu'on va faire avancer les choses. Et puis, autre élément inédit sur le climat, on a, et là c'est très rare par rapport à d'autres enjeux, on a, quand on interroge les Français sur les acteurs de confiance, une pluralité d'acteurs susceptibles d'agir. On a certes une défiance qui peut être enracinée à l'égard des acteurs politiques, moins les acteurs locaux que les acteurs nationaux, mais c'est compensé par un crédit sur toute une série d'acteurs. Quand on interroge les citoyens sur les acteurs qui peuvent faire bouger les choses, ils citent, et c'est le seul enjeu où c'est comme ça, les citoyens eux-mêmes, et ils citent au même niveau les entreprises que les pouvoirs publics. Clairement, et là par rapport à il y a 30 ans, par rapport au discours très globalisant, très idéologique sur les entreprises, les gros, les petits, ça a complètement changé. On a une sorte de désidéologisation du regard des Français. L'entreprise s'enracine comme un nouvel acteur de confiance, avec aussi, on en parlait, ce contexte post-Covid qui a vu une sorte d'extension du domaine de leurs actions, les attentes sur tous les sujets, les inégalités femmes-hommes, les discriminations, la santé, la laïcité même, et bien sûr sur la question du climat. Dernier point, s'il me reste quelques poignées de secondes, Emmanuel. On n'en est pas encore aux 420 secondes. D'accord, merci. La question, et ça a été le sujet de ce débat, l'acceptabilité des solutions, des changements de comportement. Clairement, et je répète ce que je disais un peu différemment, l'opinion veut bouger comme jamais. Il y a une question historique que pose l'IFOP depuis une vingtaine d'années. Est-ce que les efforts demandés sur la question de la protection de l'environnement jadis, du climat aujourd'hui, sont vus comme des contraintes? La dernière mesure de l'IFOP, seuls 27% disent oui. C'est le chiffre le plus bas jamais mesuré. Alors, cette acceptation est encore plus forte si la finalité est claire, si l'impact perçu des actions est tangible. Plus la motivation, plus l'impact est tangible, plus la motivation pour mettre en œuvre l'action est forte, notamment limiter le recours à la voiture. Et bien sûr, ça a été bien dit, l'incitation est toujours supérieure à la coercition. Rappelez-vous la taxe carbone. Alors, une exception quand même sur le trafic aérien, l'idée que si une solution alternative existe pour un transport de moins de 2 heures en avion, les Français obligeraient leurs semblables à prendre le train. C'est la seule mesure où on a une acceptation très majoritaire. C'était des données IFOP pour la Tribune, et le ministre Christophe Béchu, que je salue, était venu commenter ces résultats au Forum Zéro Carbone de Paris. Clairement aussi, on voit qu'il y a une sorte d'acceptation quand les mesures, il faut le dire, il ne faut pas être naïf, même si on a dépassé cette opposition fin du monde, fin du mois, cette fameuse phrase de qui vous savez, l'environnement, ça commence à bien faire. Les mesures, quand elles n'ont pas d'impact sur le pouvoir d'achat, elles sont très globalement encouragées et jugées faciles à mettre en œuvre. Pour finir, la question des transports. Nous avons connu, l'opinion a connu, une année critique au regard du prix de l'énergie, mais on voit, c'était le dernier baromètre IFOP Sixt, des signaux faibles qui émergent, qui témoignent d'un changement de comportement sur les mobilités. Je reprends le chiffre donné par Vincent Ducrot pour le baromètre ADEME, qui est fait par mon confrère Ipsos. On voit très bien ces 62% qui disent c'est en changeant les modes de vie qu'on changera les choses. On a dans les intentions, c'est l'intérêt, mais aussi la limite d'une enquête d'opinion, les intentions, un recul du recours à la voiture traditionnelle, une hausse très forte des intentions d'usage des transports partagés. Bien sûr, ce ministère s'appelle la transition écologique et la cohésion des territoires. Ce mouvement est toujours en partie freiné par la dépendance à la voiture très forte, la faible densité des offres, notamment en zone rurale. N'oublions pas, les zones rurales, c'est 24 à 25% des Français qui vivent en zone rurale. La France des métropoles, ça compte. Il y a aussi le périurbain et les zones rurales. Et puis, une statistique qui vient de sortir, que je vous rappelle, sur les déplacements de plus de 180 km, 15% des trajets se font en train, 80% en voiture, donc 40% en soliste. Donc, il y a du souhaitable, très clairement, mais la question du possible, de la contrainte, reste un élément de frein. Mais clairement, aujourd'hui, l'opinion est prête à bouger. C'est très clair. Merci beaucoup. On peut vous applaudir d'ailleurs pour cette concision. Pas facile
de résumer 30 ans d'acceptation, de vision par les Français. Vous restez bien sûr avec nous, Frédéric Dabi, puisque vous pourrez répondre aux questions de la salle. Rapidement, alors je salue la présence de Monsieur le ministre qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Nous aurons l'occasion de discuter avec vous également tout à l'heure. Peut-être rapidement un tour de table avant de passer la parole à la salle. Anne Rigaille, quelle est votre réaction à ce que vous venez d'entendre? Comment finalement un groupe comme Air France intègre ces réflexions en amont dans sa stratégie commerciale? Alors, dans la stratégie commerciale, un des enjeux, clairement, c'est d'avoir des leviers de décarbonation et d'intégrer les surcoûts de la décarbonation tout en laissant l'entreprise dans un état de durabilité également. Donc un des enjeux, c'est on augmente les prix évidemment, mais on est dans un monde ouvert, donc si les autres n'augmentent pas les prix, n'ont pas les mêmes contraintes, c'est compliqué. Ce qu'on fait, c'est qu'on propose de plus en plus d'offres, par exemple d'achat de carburant durable, de manière transparente. Donc déjà, aujourd'hui, on peut afficher dès le début de la réservation au client quelle va être l'émission, la carbonation de son voyage, très clairement, sur sa ligne, en essayant d'être le plus précis possible. On n'est pas encore au type avion, mais on y travaille, on y sera bientôt. Et très clairement, par rapport à ça, on va lui proposer des options qui lui permettront d'intégrer une partie de carburant, ces fameux carburants durables, qui sont vraiment un des leviers forts, de manière volontaire. Donc on va tester l'appétit de nos clients. On sait déjà que nos clients entreprises ont beaucoup d'appétit pour ça parce qu'il faut qu'ils décarbonent leur scope 3 et parfois, ils ont quand même besoin de voyager. Et on va le faire également de plus en plus avec nos clients individuels. Bien, alors ça c'est pour l'avion. Gwendoline Cazenave, le transport ferroviaire, est-ce que finalement il offre plus de facilité que d'autres groupes de transport? Je pense à l'aérien évidemment, pour remplir ses objectifs, pour répondre aux préoccupations que Frédéric Dabi nous a expliquées. D'abord, je suis absolument convaincue que les entreprises que vous avez aujourd'hui devant vous, et Eurostar en particulier, ont un rôle absolument majeur à jouer, évidemment dans la transition environnementale, mais pas que. C'est pas le sujet ici, mais sur tous les sujets d'accessibilité, on en a parlé, de diversité et d'inclusion. Je pense que voilà, quand on a des marques aussi fortes, on se doit d'être impliqué, montrer l'exemple, etc. Juste peut-être un petit exemple sur ce qu'on fait, et c'est pas parce que Anne est ici, mais avec sa collègue Marianne Rintel avec KLM, Eurostar et KLM, aujourd'hui, la connexion qu'on fait à Schiphol, avec nos trains qui font Bruxelles-Schiphol, qui font le premier leg du Schiphol Bangkok au Schiphol New York, ont permis à KLM de supprimer des vols entre Bruxelles et Schiphol et de développer, j'imagine, des vols long courrier. Et ça, c'est formidable. Et c'est vraiment exactement ce qu'on a envie de faire ensemble et comment finalement, au fond, un écosystème de transport avec deux entreprises, Eurostar et KLM, arrive à... Voilà, alors ça, c'est au niveau des opérateurs. Henri Poupart-Lafarge, comment un constructeur de train comme Alstom, justement, peut répondre aux envies de changement des Français et rendre, c'est un peu l'objectif aussi, le train plus attractif? Oui, alors effectivement, on voit, c'est la conclusion du rapport en quelque sorte, c'est qu'il y a un disconnect entre les envies et les possibilités. Et tout le monde a envie de changer, mais il n'y a pas forcément la possibilité de changer. Et donc c'est ce disconnect qu'il faut régler. Et moi j'insisterai pour terminer sur l'aspect digital qu'on est en train de mettre en place, parce que toutes ces interconnexions qu'on doit faire, toute cette multimodalité, toute la disponibilité du transport ferroviaire n'est possible que si il rentre dans un système d'information complet, unifié, qui se parle. Et donc on investit énormément dans la continuité digitale de nos trains avec les opérateurs, des opérateurs avec des centres de contrôle, y compris des centres de contrôle multimodaux. Donc je crois qu'une des multiples manières, mais une des manières de permettre aux gens de pouvoir accéder au transport dont ils ont besoin, c'est de pouvoir unifier encore une fois tout cet ensemble digital. Alors, avant de passer la parole à la salle, n'hésitez pas à commencer à préparer vos questions, vous manifestez, on va venir vers vous avec des micros. Yann Le Riche, on a vu les fortes attentes des Français avec l'étude que vient nous présenter Frédéric Dabi, mais en tant que chef d'entreprise, quelles sont vos propres attentes, vous, pour faire évoluer les choses dans le sens de tout ce qui a été dit depuis le début de cette table ronde? La position, les besoins, je dirais, du chef d'entreprise, les attentes.
Alors, avant de formuler des attentes vis-à-vis de l'extérieur, on a d'abord des exigences vis-à-vis de nous-mêmes. On a décidé de prendre notre part et de pousser cette question, nos actions en faveur de la décarbonation de nos activités. On le fait pour nous, c'est-à-dire pour notre entreprise, pour nos salariés, pour nos clients, pour les jeunes générations qu'on souhaite embaucher et vis-à-vis desquelles il faut qu'on soit attractif. Et donc c'est ça le cœur de notre action. Alors, si on l'étend et si on essaie de comprendre ce qui pourrait finalement nous faciliter la vie, on a parlé de coût du carbone. Cette question du coût du carbone restera centrale puisque c'est bien la stratégie européenne qui est de mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur et donc de tarifer le carbone. On a un vrai sujet aujourd'hui, surtout des gens comme nous qui investissons sur le temps long, qui est que le carbone a déjà un coût à travers le marché ETS, a un coût à travers des normes, donc c'est un coût du carbone indirect. On a la taxation française, on l'a dit. On a des calculs de coût du carbone basés sur des études socio-économiques, mais rien de tout ça aujourd'hui ne converge. Et si je m'arrête sur le marché ETS, le prix du carbone, on n'a aucun mécanisme de régulation. On crée l'euro en Europe, on a un mécanisme de régulation, on a un objectif d'inflation. Donc tout ça, finalement, a quand même un certain nombre de mécanismes de stabilisation. Le prix du carbone, on n'en a aucun. Si nous, avec notre filiale Europort, par exemple, en Europe, on veut acheter un train demain, on ira voir Henri et puis il nous dira, bon, moi j'ai un train classique, diesel, très bien. Et puis j'ai un train qui émet moins, un train hydrogène. Ah, super, Alstom, bravo, leader mondial du train hydrogène. Bon, faut-il que nous achetions un train hydrogène ou pas? Eh bien, je ne sais pas. Nous ne savons pas répondre à cette question. Parce qu'effectivement, le train hydrogène sera plus cher. L'hydrogène a le droit de traverser le tunnel sous la Manche? Non, alors c'est pour ça que je parlais de notre filiale Europort qui fait du fret partout en Europe, mais évidemment, pas encore dans le tunnel, mais ça va bientôt venir. Non, mais la question est de fond. C'est que le train hydrogène est plus cher. En revanche, comme il émet moins, si demain le carbone a un coût, on va avoir un coût d'exploitation qui va être plus faible. Et donc, si nous faisons aujourd'hui le choix du diesel, mais que le coût du carbone devient important demain, on va se retrouver avec ce qu'on appelle un actif échoué, un train qui nous coûtera trop cher à exploiter alors qu'il est encore en capacité d'exploiter, qu'il n'est pas au bout de sa vie. Ça va nous coûter extrêmement cher de le remettre au rebut. Donc première chose. Deuxième choix, si on fait le choix du train plus cher à hydrogène, mais que le coût du carbone ne décolle pas, reste très très faible, on aura acheté un train trop cher par rapport à des concurrents qui en auront des moins chers, on perdra en compétitivité. Donc la question, elle est centrale pour les entreprises. D'un côté, actifs échoués, dépréciation massive et donc problème financier. De l'autre côté, perte de compétitivité. Aujourd'hui, je le répète, on ne sait pas faire ce calcul. Donc effectivement, nous, on a une demande assez forte qui est d'avoir de la visibilité sur les coûts futurs du carbone. Alors peut-être pas un coût complètement calé d'avance, mais au moins des corridors dans lesquels on nous garantit que le carbone va évoluer. Sans ça, on n'est pas capable de faire des calculs. Quand on achète un train, c'est pour 30, 40, 50 ans. On ne sait pas faire des calculs économiques aujourd'hui en période d'achat. Et ça, c'est un vrai problème pour nos industries qui sont sur le temps long et qui sont fortes en termes de capitaux investis. Oui, on voit les dossiers ouverts, très importants, beaucoup de choses encore, mais on a les bases de réflexion. Maintenant, il faut effectivement agir, même si chacun dans vos secteurs et vos entreprises, vous agissez au quotidien. On va se consacrer 10 petites minutes à des questions de la salle. Vous êtes là pour y répondre, bien sûr. Vous avez l'occasion d'avoir un panel quand même assez extraordinaire pour répondre à vos questions. Je vous demanderai simplement de vous manifester. On va vous apporter un micro. S'il en faut un deuxième, d'ailleurs, quelqu'un peut peut-être venir prendre un micro. Je vous demande simplement de vous manifester, de vous présenter très rapidement et de poser une question de manière évidemment très synthétique pour qu'on puisse échanger au maximum entre nous. Qui souhaite intervenir? Alors c'est toujours la première question qui est difficile à poser, je sais, mais il y a beaucoup d'enjeux, on vient de les voir. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Donc soit interroger nos panélistes, soit Frédéric Dabi sur évidemment la vision plus large de l'attente des Français. Vous êtes certainement vous-même en attente de quelques précisions. Si ce n'est pas le cas, c'est que nous avons tout dit, mais effectivement, pourtant, il reste encore beaucoup de... Alors, madame, on va venir vers vous, on va vous apporter un micro. Nous vous écoutons, madame. Ah, alors, le micro est-il branché? Normalement, oui. Alors, on va vous en donner un deuxième. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, moi j'ai une question pour Monsieur Poupart-Lafarge concernant les trains hydrogènes.
Est-ce que ça va venir? Où on en est? Quand est-ce que ça sera compétitif? Voilà. Je suis très intéressée parce que c'est quand même un levier de décarbonation du ferroviaire. Donc effectivement, Getlink a des trains électriques, mais il y a des trains pas électriques dans beaucoup de pays du monde. Donc peut-être que c'est la solution. Alors, effectivement, juste pour retracer un peu les enjeux, la moitié du réseau ferroviaire européen n'est pas électrifié. Et en gros, un quart de la flotte de trains régionaux, par exemple, n'est pas électrifiée. Donc il faut trouver une solution pour ça. Il y en a 3. Soit on électrifie, mais ça coûte très cher en investissement, de mettre des caténaires. Soit on met des batteries, et ça, c'est limité techniquement peut-être à 100, 150 km. Soit alors, pour les lignes donc, moins denses et assez longues, la seule solution aujourd'hui, c'est l'hydrogène. Alors, où on en est? On a aujourd'hui 2 flottes qui fonctionnent en Allemagne, donc qui sont en service commercial. Donc tous les jours, il y a des gens qui prennent des trains à hydrogène en Allemagne sur 2 flottes. On a des projets de flotte en Italie et en France. On est plutôt dans un stade un peu prototype, c'est-à-dire que le marché n'a pas encore décollé. Ce sont des trains régionaux qui sont, disons, légers ou moyen lourds. On n'a pas encore trouvé de solution pour les locomotives lourdes et notamment pour le marché américain. Alors, je rebondis sur ce que disait Yann. Le marché américain des locaux diesel extrêmement lourdes qui n'ont pas de solution technique, ce marché est quasiment à l'arrêt pour la raison que dit Yann, c'est que les opérateurs américains ne savent pas exactement quelle va être la solution technologique et quel sera le cadre réglementaire pour ces technologies. Donc oui, ça marche. Les fabricants, et ça je peux le dire, ministre devant nous, je trouve qu'il y a un effort très fort à faire sur la filière des piles à combustible. Donc on a un gros rattrapage sur la filière des batteries en France, même si on prend les trains, il n'y a pas encore de trains à batterie qui fonctionnent. Il n'y a pas de train, quand je dirais les 3 solutions, il y a quelques trains à hydrogène, mais pas encore de trains à batterie qui fonctionnent réellement. Mais la filière pile à combustible en France et en Europe est quand même assez faible. Et donc nous, on dépend de cette filière, donc on insiste beaucoup. Si on avait une demande, c'est qu'il y ait énormément d'efforts qui soient faits par cette filière pour pouvoir produire des piles à combustible plus fiables, plus durables. C'est-à-dire que nous, par rapport à une voiture, on est dans des kilométrages beaucoup plus élevés. Et donc, c'est des contraintes beaucoup plus fortes sur ce type de sous-système. Parce que si un train fait 400 000 km par an, 500 000 km par an, bien sûr, ça va faire 2 ou 3 fois ce que fait une voiture dans sa vie. Donc, évidemment, il faut des sous-systèmes qui soient beaucoup plus durables. Et donc, il faut des innovations plus fortes dans des piles à combustible, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui va venir. J'espère que ce sera mûr dans 3-4 ans. Mais il faut un effort très fort de la filière européenne. Parce qu'encore une fois, il n'y a que 2 constructeurs ouverts, que sont un Américain, Cummins, et un Canadien, Ballard, qui sont les 2 grands constructeurs. Il y a des petits constructeurs européens à ce stade, mais voilà. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, madame, juste derrière la caméra, nous vous apportons le micro qui est ouvert. Vous avez la parole. Bonjour, merci beaucoup. Donc, moi, je suis Maude Caillot. Je suis une des fondatrices d'une FinTech à impact B2C en France. Et j'avais une question pour Madame Anne Rigaille. J'aimerais rebondir sur ce que Monsieur Le Riche disait, appelant de ses voeux d'avoir une visibilité sur la taxation carbone et en tout cas sur les frais qui allaient s'imposer là-dessus. Êtes-vous, vous, pour, Madame Anne Rigaille, une taxation du kérosène pour justement limiter les vols et l'aérien? Alors, question de la start-upeuse. Alors, je croyais avoir... Et de la citoyenne. Merci. Oui. Moi, je n'aurais aucun problème avec une taxation, quelle qu'elle soit, kérosène, aérien, si elle est mondiale. Alors déjà, quand c'est européen, c'est bien, mais on l'a dit, Turkish Airways, c'est plus 25% par rapport à 2019. Ce n'est pas du tout le cas du transport aérien français. On perd de vitesse si on regarde à long terme. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'une taxation peut être bonne. J'ai dit que j'étais plutôt très favorable au mandat d'incorporation des carburants durables parce que ça donne un très bon signe aux énergéticiens pour fabriquer ces carburants durables. Et ça donne un signe aux compagnies européennes qui doivent le faire. On doit même aller au-delà. Certains pays nous suivent. Je pense à la Nouvelle-Zélande, au Japon, etc. Donc on voit de plus en plus de pays qui suivent. Donc cette logique d'exemple, elle marche, mais elle a quand même ses limites. Et puis il faut qu'on regarde effectivement comment on passe ces coûts à nos clients.
Clairement, on a tous dit, y compris d'ailleurs les low cost, y compris Ryanair, que le transport aérien de demain, il serait plus cher parce qu'il faut embarquer ces coûts de décarbonation. Mais on a une question qui est comment on réagit par rapport à d'autres continents, ou au Brésil, c'est plutôt comment on fait pour avoir le transport aérien le moins cher possible pour que le maximum de personnes y accèdent. En Inde, les 2 compagnies nationales viennent de commander 1000 avions. C'est des dimensions qui nous échappent complètement à nous en Europe sur des marchés plus matures et avec cette réflexion environnementale qui est beaucoup plus poussée. Donc oui, sur une taxation, mais la plus grande possible, sauf à ce qu'on arrive à mettre en place des mécanismes de carbone aux frontières, mais effectivement, tout le monde se casse la tête pour savoir comment y arriver de manière efficace et réelle et traçable. Donc la taxation, pour moi, n'est pas un problème. Enfin, c'est un problème d'accessibilité à ces moyens de transport. Est-ce qu'on veut finalement le réserver pour les riches? Je pense que tous autour de la table, on est plutôt pour préserver une liberté de voyage et une liberté qui ne s'adresse pas qu'aux catégories les plus favorisées. Mais l'enjeu majeur pour nous, c'est de réfléchir à l'échelle de l'industrie. Et nous, l'échelle de l'industrie, c'est le monde. Monsieur, nous vous écoutons. Oui, moi j'avais une question. Enfin, je souhaite Vincent Auriac, Axilia, donc on travaille aussi sur la tarification du carbone. Moi, je voulais abonder dans le sens de Yann. Il y a une chose qui n'a pas été dite encore ce soir, c'est que Getlink publie un bénéfice ajusté du carbone. Et en fait, la solution, elle est là. C'est-à-dire que tant que ça reste à côté, on ne le voit pas, on ne s'en occupe pas. Il faut intégrer l'externalité, comme disait M. Poupart-Lafarge. Et quand on fait ça, ça change complètement la face des choses. Alors, je veux compléter également en disant qu'il y a un début de consensus. Nous, on calcule ça depuis 4 ans. Il y a 15 boîtes en France qui publient leur score carbone sur la base d'une facture carbone déduite de l'EBITDA. 15 boîtes. Généralement, on dit qu'à partir de 10% d'une population, il y a une bascule et on passe à une autre grandeur d'échelle. Donc, voilà. Et c'est français, nous on fait ça chez Axilia depuis 4 ans. C'est la bonne solution. Et il faut que tout le monde ait la même boussole. Sinon, effectivement, on ne peut pas y arriver. Alors, j'en profite, c'est le quart d'heure de pub. Le 28 mai, on va parler du Vérité 40, parce qu'on a fabriqué un indice boursier. Il faut regarder le CAC 40 autrement. On a fabriqué un indice boursier et on va dévoiler les 40 composantes le 28 mai avec François Gemène, Monica de Virgilis, qui est présidente de Chapter Zero, et puis également Fabrice Bonifay de Bouygues, qui vient de choisir ce système pour faire un prix interne du carbone. Parce qu'il y a plein d'étapes possibles. On peut faire un prix interne du carbone avant de faire un prix externe sur l'ensemble de la société. Voilà. Mais il faut avancer vers une solution. Comme ça, on est déjà 15. Je serais ravi qu'effectivement plein de gens nous rejoignent pour être un peu plus nombreux que ça. Merci. Alors, contrairement à ce que vous dites, monsieur, ce n'est pas de la publicité, ce sont des exemples concrets qui peuvent effectivement faire des émules. Yann Le Riche. Alors ça, c'est un point qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure quand on a parlé des agences de notation extra-financière et de tout ce qui est extra-financier de façon générale. C'est qu'aujourd'hui, comme toute entreprise, on publie nos comptes, et donc on a d'un côté ce qui est financier, on publie de l'autre côté un rapport extra-financier, alors qui est en train de s'épaissir avec la CSRD, une nouvelle directive européenne. On peut considérer que c'est un progrès ou pas, c'est pas le débat. En revanche, ce qui est certain, c'est que le financier est toujours d'un côté, l'extra-financier de l'autre, et on ne fait jamais le lien entre les deux. Or, on est bien une entreprise privée, je l'ai dit, qui doit continuer à gagner de l'argent. Et on revient au principe du pollueur-payeur. À partir du moment où le carbone aura un prix demain, alors c'est vrai que nous, on n'y est pas contraint, en tout cas de façon directe aujourd'hui, à cette tarification du carbone. Si demain on y est contraint, se pose dès aujourd'hui la question de cette facture, pour le moment virtuelle, comment elle va impacter notre compte de résultat. Et la première question d'ailleurs étant, est-ce qu'on va être capable de la payer? Donc ce qu'on a commencé à faire, et c'est effectivement ce qu'on a appelé la marge décarbonée. Et d'ailleurs, je voudrais souligner la présence de Yann Le Fur, qui est quelque part dans la salle, qui est un des deux auteurs qui lève la main, qui se manifeste. Bon, il a peut-être bougé, je ne sais plus, un des deux auteurs du Vernimen, qui est la Bible des financières des ouvrages en France, qui a parlé de notre marge décarbonée. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre compte de résultat, on part de l'EBITDA, en français de l'excédent brut d'exploitation, auquel on enlève donc une facture, je disais pour l'instant virtuelle, en prenant nos émissions de CO2. Alors on a choisi les 3 scopes, ce qui est un peu maximaliste, avec un prix unitaire du carbone qu'on a pris à 203 €, et on enlève cette facture virtuelle de notre compte de résultat. Et cette marge décarbonée, alors on a la chance, c'est nous, on est en vert, ça ne fait que décranter notre EBITDA de 3%. Ça montre bien
on sera capable demain de payer cette facture. Mais ça pose quand même des vraies questions de stratégie à tout notre écosystème, parce que une entreprise qui ne serait pas capable de la payer serait une entreprise dont le business model, dont le modèle d'affaires serait à risque demain, quand effectivement elle sera touchée par la taxe carbone. Et c'est ce que calcule Axilia aujourd'hui pour un certain nombre d'entreprises. Et Vincent le dira mieux que moi, mais je crois que sur le SBF 120, seulement 37 entreprises, à un prix de la tonne d'ailleurs qui n'est pas le même que l'autre, qui est plus bas à 120 €, est capable de payer sa facture carbone. Anne Rigaille, un mot sur ce point? Oui, un mot très rapide. Alors, je viens de calculer ma marge décarbonée, je ne vous le dirai pas, mais effectivement, elle est un tout petit peu négative. Mais le premier step, vous l'avez dit, c'est le prix interne du carbone. Et donc aujourd'hui, et ça change effectivement les modalités en interne de l'entreprise. On a, je crois, je regarde Vincent, 3 prix internes du carbone en fonction des horizons de temps qu'on regarde pour les investissements. Et ça permet effectivement de faire remonter des priorités sur des projets qui sinon auraient été complètement sous la table, et de changer. Et une des questions, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on prend comme vrai prix du carbone en 2030? Est-ce qu'il faut changer la flotte de 777-300 qui théoriquement devrait passer le cap des 2030, ou est-ce que le business case ne tient pas? Et donc effectivement on a besoin d'une vraie stabilité. Merci beaucoup, on peut vous applaudir, merci infiniment pour ces précisions. Et le débat, évidemment, est loin d'être clos. C'est la fin de ces débats, mais pas de la soirée. Et j'invite Monsieur le ministre Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, à nous rejoindre. Bonsoir, Monsieur le ministre. Très bien, mesdames et messieurs. En fait, je regrette de ne pas être arrivé plus tôt. Parce que je pensais que c'était un moment qui était principalement consacré au fait aussi de célébrer un anniversaire. Je découvre, y compris dans les questions qui ont été posées, qu'il y a de la prospective. Et au moment où nous allons devoir transposer ETS2, au moment où un certain nombre de choses vont évidemment avoir des impacts à la fois sur le prix du carbone, sur son mécanisme de fixation, sur la manière dont les choses vont se passer à partir de 2027, je ne doute pas que toute une partie des questions qui ont été posées trouveront à la fois des réponses et des occasions de colloque dans les prochaines semaines. J'ai bien noté la date du 28 mai. Je précise qu'elle correspond au début de la période de réserve liée aux élections européennes et que mon absence sera motivée par le fait que je n'aurai plus le droit de me montrer dans les jours qui précéderont le 9 juin en tant que ministre, mais que je serai intéressé pour ce que vous allez dire et faire, d'autant qu'il n'est pas impossible que, dans le même temps, avec l'ADEME, avec d'autres partenaires, nous regardions aussi comment valoriser des entreprises qui mettent en avant des dividendes climat, mais je pense qu'on aura quelques occasions d'en reparler dans un autre contexte. On m'a finalement demandé de venir ici pour passer 2 ou 3 messages, ce que je fais assez volontiers. Le premier, c'est que je n'oublie pas que le 6 mai prochain, très officiellement, ce sera le jour anniversaire de ce jour où, il y a 30 ans, Eurotunnel a permis cette chose impensable de relier à pied sec la France et le Royaume-Uni. Et en vous entendant, le tour de force de tout ça, c'est que la question des émissions carbone, quand la décision de lancer le tunnel sous la Manche a été prise, n'était pas exactement le premier sujet de motivation des uns et des autres, ni l'interdiction des vols sur une durée de moins de 2h30, telle que recommandée par la Convention citoyenne. Qu'on ait été capable de se dire que rapprocher les peuples, rapprocher les économies, faire en sorte que nous puissions créer une liaison entre la France et le Royaume-Uni, c'était souhaitable pour notre économie, c'était souhaitable pour la construction européenne, c'était souhaitable pour nos échanges, c'est une forme d'intuition qui convient de saluer aujourd'hui, surtout quand on voit ce que sont les résultats. 20 millions de personnes transportées, jusqu'à 400 trains par jour, au-delà de la prouesse que ça représente, et du fret, et on sait l'importance que ça a, en particulier dans notre équation climatique globale, qui fait que 26% de la valeur de nos échanges entre le Royaume-Uni et la France passe par Eurotunnel. Ces chiffres, ils sont saisissants, et quand je les mets en perspective, ça permet de mesurer à quel point, d'ores et déjà, ce modèle, à la fois dans sa dimension européenne et dans sa dimension climatique, sont vertueuses. Qu'à l'occasion de cet anniversaire, je puisse, en tant que ministre de la Cohésion des territoires, constater et mesurer que Getlink est sur le point d'aller encore plus loin, à la fois avec une augmentation des trains
à grande vitesse entre la France et le Royaume-Uni, mais également avec les liaisons Londres-Francfort, Londres-Zurich, Londres-Genève, ça permet de mesurer à quel point cette épine dorsale ferroviaire et la manière d'investir de plus en plus sur des transports décarbonés correspond à une actualité et à une réalité. Quand on voit quelques débats qui restent encore sur le Lyon-Turin, on mesure dans le succès de ce modèle à quel point nous avons raison de continuer à penser que par des infrastructures même imposantes, le bilan, y compris écologique, à la fin de ce que nous faisons, il a du sens. Et de ce point de vue, c'est très inspirant d'être capable ce soir de venir saluer l'ensemble de ce qui a été fait. Vous avez fait tout ça malgré le Brexit. Ce que je veux dire, c'est que ces chiffres, ils continuent d'être aujourd'hui les bons, mais vous avez eu à faire face à la pandémie, au Brexit, à toutes les difficultés multiples, et je dirais que ça rend cet anniversaire d'autant plus important. Et puis derrière ces chiffres, derrière les tonnes de carbone évitées, derrière tout ce que ça a rendu possible, l'interconnexion à pied sec, si j'ose dire, de nos réseaux électriques dans le contexte que nous connaissons et avec la transition énergétique que nous devons engager n'est pas le moindre des exploits et le moindre des bienfaits aujourd'hui de ce qui a été rendu possible par ces 30 ans. Parce que ce câble qui est à quelques centimètres des caténaires et qui nous permet d'être liés les uns aux autres au moment où on sait qu'on doit basculer globalement de système pour changer et pour sortir des énergies fossiles représente évidemment une valeur absolument considérable. J'oublie pas que je suis en train de parler en mots très techniques, mais il y a aussi nombre d'histoires humaines que ce tunnel a rendu possible. C'est quand même avec un pincement de cœur que je vous dis que ma fille unique a épousé un Anglais et que sans doute que Rostart n'y est pas pour rien. Et je ne sais pas si c'est la partie où je vous remercie ou la partie où au contraire ce pincement s'accroît compte tenu de la manière dont les choses ont pu se passer. Bon, en plus elle a choisi de vivre là-bas, donc elle continue. Beaucoup des histoires comme ça. Mais je n'en doute pas. Mais quand ça touche les autres, comment vous dire, c'est pas exactement la même histoire, Madame Cazenave. Mais c'est un sujet dont nous reparlerons dans un autre contexte. C'est peut-être encore trop récent pour que je puisse en parler de manière détendue, donc je vais m'arrêter là sur le chapitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là-dessus que j'aimerais terminer. D'abord que cette audace, cette capacité à la fois des peuples, des États, des sociétés à faire en sorte d'y croire, elle a rendu possible qui, aujourd'hui, quand on le regarde, nous semble être une évidence. Il y a 30 ans, le regard que nous portions sur le ferroviaire, il n'est pas du tout celui d'aujourd'hui. Notre pays, il a commencé, dans les années 80, à décrocher en cessant de consacrer de l'argent à la régénération de son réseau pour le mettre dans des grands projets. Et ça n'est que maintenant, avec les annonces récentes qui ont pu être faites dans le cadre du COI, qu'on est en train de mesurer, y compris pour des questions de bilan carbone, qu'il y a une urgence à remettre de l'argent dans la régénération des petites lignes pour qu'on rende possible non seulement la longue distance, mais aussi, à travers les RER métropolitains ou des choses de ce type, une capacité à faire en sorte de proposer un maximum de solutions décarbonées. Et ce ne sont pas les conclusions que Frédéric Dabi a pu redire il y a quelques minutes qui nous dissuadent de revenir sur ce plan de 100 milliards d'euros annoncé il y a un peu plus d'1 an et demi et qui commence à entrer en vigueur dès cette année pour aller vers une majoration de 50% de la somme moyenne de ce que nous consacrons à la régénération dans les années qui viennent. Ça veut dire aussi qu'on va continuer à avoir besoin d'innovation. Les questions posées autour du train à hydrogène et de la pile à combustible, on pourrait les sortir de cette salle. J'étais il y a quelques jours avec les armateurs, je serai dans quelques jours avec ceux qui s'occupent de poids lourds. On voit bien que c'est tout le transport qu'il faut qu'on décarbone dans un contexte où, je vous le rappelle, pour notre pays, les transports, c'est 30% de nos émissions. C'est de très loin la première source de nos émissions, avec de surcroît un chiffre encore un peu moins réjouissant, c'est que c'est le seul domaine dont les émissions de 2022 ne sont pas inférieures à celles de 1990. Et malgré une année 2023 record sur le plan de la baisse des émissions, où on a réussi à baisser en une seule année de près de 5% les émissions de notre pays, 4,8 pour être précis, y compris avec une baisse sur la partie transport, c'est encore le secteur sur lequel on sent bien qu'on a les marges de manœuvre qui sont les plus grandes et les efforts les plus importants qui sont à conduire. Ça veut dire qu'on aura besoin d'innovation, ça veut dire qu'on aura besoin d'avoir des jeunes qui s'orientent vers ces métiers de l'innovation, et c'est pour moi l'occasion, en saluant la Toulouse School of Economy qui participe à cette organisation, de saluer ceux qui dans quelques minutes se verront distingués avec les prix qui leur seront remis dans ce ministère de la Transition écologique et qui viendront précisément à la fois saluer des parcours,
mais des promesses sur ce qui sera aussi possible demain et après-demain d'apporter en termes de contribution au développement de notre pays et à sa décarbonation au sens large. Un grand merci, et le ministère est heureux d'avoir pu vous accueillir à la fois pour célébrer le temps qui a passé, mais surtout pour se tourner avec vous vers celui qui arrive. Merci à tous. Bon, il est temps maintenant d'entamer la seconde partie de cette rencontre du climat. Merci, Monsieur le Ministre, pour les quelques mots que vous avez prononcés. Évidemment, on sera tous volontaires pour travailler sur le marché ETS2, qui est absolument clé pour nos sujets de décarbonation et de prix du carbone, qui, comme on l'a évoqué, est absolument central. Alors, cette deuxième partie s'inscrit toujours dans le cadre de nos travaux, de notre chaire avec l'École d'économie de Toulouse. Ce partenariat donc, vise à travailler sur des sujets de fond, vous l'avez compris, hein, sur le carbone, son impact sur les entreprises, sur la bonne façon d'aborder ces sujets pour être efficace, pour être pertinent. Nous avons également ensemble organisé un challenge étudiant. Et donc Sylvia Rossetto, enseignante et chercheuse à la TSE, va vous en dire plus sur cette remise de prix aux étudiants qui, dans son organisation, est passée par l'organisation d'un jury que j'ai présidé. Les membres du jury sont ici à l'écran, donc vous voyez qu'il est tout à fait prestigieux puisque Corinne Bach, Uli Heguet, Magali Joisseul, Alexandra Milleray, Fernando Olmedo, Géraldine Perrichon et donc Sylvia et moi-même faisions partie de ce jury qui avons choisi 2 projets. Mais avant de venir à parler des projets, Sylvia, je te laisse nous expliquer dans le détail en quoi consistait ce challenge. Oui, merci. Bon, Monsieur le Ministre, bon, il n'est plus là, mais bon. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. C'est un honneur et un privilège. Je pense qu'on est ici tous ensemble pour ce challenge. Comme Yann a dit, c'est un challenge qu'on a organisé ensemble. On a commencé, ça fait 1 an. Et c'est une grosse occasion. Et je remercie pour cette opportunité, pour la TSE, mais aussi pour les étudiants. Donc, on a vu la société, mais je pense encore plus les jeunes sont très sensibles et conscients du défi de l'écologie. Et donc, ils ont envie de devenir acteurs et eux sont un exemple. Et dans ce contexte, représente donc pas seulement une compétition, représente quelque chose de plus. Ça représente vraiment un outil pour sensibiliser, pour former les jeunes aux enjeux économiques. Donc, ils savent qu'il y a une question environnementale, mais les enjeux économiques ne sont pas banals. C'est difficile à les mesurer, on en a parlé, à les estimer. Et donc, on les prépare comme ça à être leaders et pour changer le monde et le rendre plus vert. On doit travailler. Et donc, oui, je suis chercheuse, mais je suis aussi une enseignante, un professeur de l'enseignement supérieur. Et donc, c'est pour ça que ce challenge, ça fait partie de mon travail et c'est une partie belle de mon travail parce que j'aide les jeunes à grandir. Et ce challenge les a aidés à mobiliser beaucoup des notions. Et ils ont mis la partie théorique en pratique. Ils ont aussi utilisé des notions d'économie, de finance, de marketing, pour la communication et naturellement aussi des notions environnementales. Et aussi, je suis convaincue que cette compétition, ça va être utile. Ça va être utile pour eux, pour les former dans le futur et donner la détermination d'agir
dans le futur. Donc, bravo. Et donc, je vous tiens à présenter les deux équipes. Donc, on a Anaïs, Katinka, et Shakila et Maxime. Et donc, bravo pour votre engagement, bravo pour votre dynamisme, il faut le dire, et aussi pour votre créativité. Je voudrais aussi, on est tous ici avec une thématique commune, que c'est l'environnement. Donc, j'aimerais bien associer vous, les étudiants qui ont participé au challenge, mais vous tous, aux activités exactement de cette initiative qu'on a ensemble avec GetLink. On travaille sur la recherche et la diffusion de la recherche sur les thèmes de l'environnement. Il s'appelle Initiative for Effective Corporate Climate Action. Et maintenant, je pense que c'est le moment de passer aux vidéos. Je dirais qu'on commence avec Torrent, exactement, que c'est un projet de gestion de l'eau fait par Shakila Boyer, qui est une étudiante à la Toulouse School of Economics, et Maxime Prétot, qui est un étudiant à la Toulouse Business School. Oui. Merci, bravo. Et après, on a aussi la deuxième vidéo, que c'est The Footprint, que c'est un projet d'application mobile fait par Anaïs Michel et Katinka Björndal, qui sont deux étudiants de la Toulouse Business School. Bravo. Je pense que c'est à toi. C'est à moi. J'ai le plaisir de vous annoncer que parmi les deux finalistes qui sont ici, mais il y a eu d'autres projets qui ne sont pas arrivés jusqu'à Paris, c'est le projet Footprint que nous avons classé premier, donc félicitations. Et nous avons le grand plaisir de vous remettre ce chèque pour poursuivre l'aventure de 3 000 €. Voilà, pour toutes les deux. Bravo à nouveau, je pense que c'est très largement mérité. Et félicitations pour ce projet très très abouti. Alors on a eu une toute petite vidéo, mais en réalité il y a beaucoup de travail derrière. On est presque prêt à utiliser l'application. Torrent, on voulait également vous remercier du travail qui a été fait au début de l'aventure. On s'était dit qu'un seul projet arriverait ici à Paris et puis finalement on n'a pas réussi. On a eu beaucoup de mal à vous départager, donc on a quand même dû le faire parce qu'il fallait un vainqueur. On est quand même très heureux de vous classer second et de vous offrir ce chèque ici, le deuxième, de 2 000 €.
Voilà, félicitations à tous. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne quelques minutes. Vous voulez dire un petit mot à nos participants de ce soir avant de poursuivre. Je peux commencer, monsieur, madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce soir. Ça fut un réel plaisir de vous présenter cette dernière étape de notre projet Footprint lors des rencontres du climat et à l'occasion de 30 ans de Getlink et de l'Eurotunnel surtout. Ce projet, l'origine, découle surtout d'une frustration réelle ressentie en tant que consommateur, mais le projet qu'on a pu présenter aujourd'hui est surtout le fruit d'une collaboration très étroite et constructive avec ma collègue Anaïs. Je te remercie énormément aujourd'hui. Et avec Anaïs, nous tenons à remercier nos amis, notre famille, les professeurs et le personnel de TBS Éducation, mais aussi de Toulouse School of Economics, pour votre soutien et votre accompagnement tout au long du projet. Et surtout, au jury que vous avez présenté tout à l'heure, pour les questions, les remarques très constructives qu'on a reçues, qui nous ont aidés à développer ce projet d'une manière très riche et avec beaucoup d'émotion et d'enthousiasme. Enfin, un remerciement tout spécial à Getlink et à TSE pour l'organisation de ce concours qui permettait aux étudiants de se confronter et à relever des défis climatiques vastes et variés, comme vous l'avez pu voir tout à l'heure. Et merci à vous d'avoir participé et à tous les autres participants qui ont aussi contribué à cette Challenge for Corporate Sustainability. Le projet prend fin ce soir, mais nous restons convaincus que c'est un sujet qui reste de l'actualité. Et avec Anaïs, nous serons ravis d'en discuter davantage avec vous lors de notre cocktail dans quelques instants. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous. Bonsoir. Tout d'abord, nous tenons, Maxime et moi, à remercier Getlink pour l'organisation, le suivi et la bienveillance tout au long de ce challenge. Nous tenons aussi à remercier la Toulouse School of Economics qui, à travers ce challenge, nous a permis de mettre en pratique notre formation académique. Encore une fois, ils nous ont poussés à aller plus loin, à nous challenger et à monter en compétences. Maxime et moi, on a pris un réel plaisir à collaborer ensemble. On vient de formations différentes. J'ai une formation d'économiste, il a une double formation Sciences Po et école de commerce. Et c'était pour nous l'occasion de constater une réelle synergie entre différentes formations académiques et de voir comment on pouvait se compléter pour construire le monde de demain. Et voilà. Je suis très heureuse d'être là ce soir, très heureuse de voir tous les efforts qu'on met aujourd'hui en place, tous les projets qu'on met en place pour construire la société de demain, et nous espérons continuer sur cette voie et poursuivre nos efforts. Voilà. Merci. Voilà, bravo à nouveau à tous. Merci de votre présence ce soir. Donc, ici s'achève la partie sur scène, mais la soirée n'est pas terminée puisque nous allons tous nous retrouver dans le salon des Aigles, si je ne me trompe pas sur le nom. On va vous guider, où un moment convivial et des discussions plus informelles pourront suivre ces présentations sur scène. Voilà, merci à tous et à tout de suite.